France. Donc ça, rien que ça, déjà, ça peut s'applaudir. Parce que voilà, on est dans un cadre somptueux. Et ça me permet également de prendre la température. Je vais me présenter, Bruno Denuet, j'arrive de Reims. Certains m'ont déjà vu, j'ai déjà œuvré pour la ville de Saint-Dizier avec grand plaisir, mesdames et messieurs. Et je suis très heureux de vous accompagner en tant que maître de cérémonie pour cette soirée un petit peu particulière, puisqu'on va revenir sur 5 ans d'engagement donc au service de vous, hein, les Bragards. On va évoquer donc ces 5 années en 4 grandes parties. Et dans ces 4 grandes parties, il y aura 10 thématiques que l'on abordera. Alors, je vais vous donner juste quelques recommandations. Soyez concernés, soyez investis également dans l'échange. Hein. Vous pouvez poser des questions, on essaiera d'apporter toutes les réponses, bien évidemment. Et soyez curieux aussi, si vous avez besoin de prendre la parole. Donc, on aura Pierre qui est en bas, voilà, Pierre qui est présent ici. Pierre, donc ce sera Monsieur Micro en bas, mesdames et messieurs, on peut applaudir Pierre aussi, s'il vous plaît. Voilà. Et à l'étage, nous avons Sandrine. Alors Sandrine, la Laetitia, me fait un petit coucou. Ça va, Sandrine? Voilà, on va applaudir Sandrine. Non, juste ceux de l'étage. Non, elle ne fera rien pour vous en bas, juste ceux de l'étage. Allez-y, applaudissez Sandrine. Voilà. Et puis, bien sûr, on attend avec impatience la personne essentielle hein, pour eh bien, cette belle soirée, mesdames et messieurs. Sous vos applaudissements, Monsieur Quentin Brière, maire de Saint-Dizier. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Alors, Bonsoir à tous. Je me permets, monsieur le maire, parce que j'en ai vu certains qui n'ont pas applaudi. Et j'aimerais que vraiment, parce qu'il m'a demandé, il m'a dit, faites bien attention, Bruno, je veux que tout le monde applaudisse sans exception. Donc, je vais vous demander d'applaudir à 3, mais vraiment tout le monde. 1, 2, 3, tout le monde. C'est mieux. Alors, évidemment, c'est une blague, hein. C'est perso, et c'était un petit cadeau que je souhaitais faire à monsieur le maire. Comment allez-vous, monsieur le maire? Déjà, bonsoir Bruno. Bonsoir à tous. Je suis très très heureux d'être là ce soir. C'est la première fois d'abord que je fais quelque chose avec un speaker, quoi. Speaker oui. Du Stade de Reims en plus. Donc bon, on essaiera anciennement. On essaiera d'être au niveau. Ça a duré un certain temps quand même. Hein. Il y a eu un petit peu quand même. 21 ça se voit saisons. Pas. Ça se voit pas. Ça se voit très bien. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des supporters du Stade de Reims dans la pièce? Peut-être. Non, c'est un peu loin. Non, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venus nombreux. Et puis, il y a un live, c'est-à-dire je crois qu'il y a en même temps quelque chose qui se passe en ligne. Pierre Renaud me dit 2 pouces comme ça, oui. Et donc, c'est aussi pour les gens qui sont en ligne, qui nous regardent, qu'on organise cette petite soirée très simple. On en a fait plein, en fait. Des soirées d'échange, tous les 2 mois, autour de ce que nous faisions dans le cadre de ce mandat. Et on se dit, mais au fond, peut-être qu'il faut qu'il y ait ce temps qui permette de faire un retour en arrière sur ces 5 années qu'on a passées ensemble avec les équipes. Moi, le premier mot que je voudrais avoir, c'est pour mon équipe, les élus qui sont là. J'en vois ici, j'en vois un peu partout, adjoints, conseillers municipaux. Et s'il vous plaît, je vous en supplie, mais applaudissez-les, parce qu'ils ont tellement donné pendant 5 ans. Mais Bruno, promis, je ne ferai pas l'animateur à votre place. Non, mais moi je suis tout oui, j'écoute et c'est bien de rendre hommage aux personnes qui œuvrent, qui travaillent et on va revenir justement sur cet investissement. Voilà, je remarque quand même que vous vous sentez bien, monsieur le maire, et ça me réconforte. Je pense qu'on va passer une excellente soirée. On va juste indiquer à ces personnes qu'on va revenir, donc comme j'expliquais, sur 10 thématiques, 4 grandes parties et à l'issue, donc vous aurez effectivement ce fascicule que je vais vous présenter ici. Voilà, qui vous sera remis, mais on va le découvrir ensemble et vous pourrez donc interagir bien sûr à votre guise. Donc la présentation se fera donc sur chacune de ces parties, on l'a dit, sur les thématiques. On aborde une thématique, monsieur le maire, vous réagissez et ensuite eh bien, on vous donne la parole si vous avez des questions à poser et monsieur le maire répondra bien évidemment du mieux possible. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde, mesdames et messieurs? Est-ce que vous êtes contents d'être là? Est-ce qu'on peut démarrer cette soirée très officiellement? Voilà, on se fait un petit décompte. 5, 4. C'est parti. Voilà. Extraordinaire. Monsieur le maire, vous pourrez vous désaltérer en même temps peut-être oui. Avant de démarrer parce que vous allez avoir besoin d'avoir une voix qui soit fluide et efficace. Et nous, on va pouvoir effectivement débuter tout de suite cette soirée, mesdames et messieurs, avec monsieur le maire. Donc nous allons tout d'abord revenir sur Saint-Dizier. Alors monsieur le maire, ville de projet. Voilà, on va pouvoir découvrir cette première slide. Voilà, ville de projet, c'était une priorité
quand on parle de ville de projet, avec une vraie ambition pour Saint-Dizier. Est-ce qu'on peut... On vous a fait un document, en fait, qu'on veut vraiment partager à toute la population, parce qu'on considère, et c'est ce qui est un peu écrit ici, que le travail qu'on a fait, notre devoir, c'est d'être transparent sur ce qui a été fait. Tout dire, tout montrer, parce que c'est ça aussi la confiance. On la recrée, la confiance, quand vraiment on montre que finalement, on a été engagé, enfin on a été élu aussi avec l'équipe municipale pour des engagements, et ces engagements, mais il y en a qui sont tenus, il y en a qui sont plus durs à tenir, il y en a qui n'étaient pas prévus et qu'on a fait, et c'est ça qu'on veut créer en vous présentant ce bilan de mandat. Donc vous verrez, il y a 4 grandes parties, et Bruno vient d'évoquer la première, Saint-Dizier, ville de projet, on va entrer dedans, et puis il y a cet édito, mais qui dit quoi en un mot? On a tout donné pour cette ville. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Engagé à 200%. Les élus, il y en a qui ont quand même des cernes. Moi, j'en ai un peu, mais c'est pas qu'à cause du mandat. C'est parce qu'ils dorment pas complètement, les enfants, pas les élus. Et finalement, mais c'est ça dont on a besoin. Cet engagement. Et puis on l'a fait. Je crois qu'on l'a montré aussi dans les échanges qu'on a eus ensemble. On l'a fait avec ces échanges très réguliers avec vous au cours de ces 5 années de mandat. Donc, vas-y Pierre, mets-nous la slide d'après, parce que c'est de ça dont parlait Bruno à l'instant. Révéler Saint-Dizier. On en a tellement parlé. C'est la locomotive de notre projet. Ça part d'un premier principe qui est très simple. Saint-Dizier est une ville qui est au cœur d'un bassin de vie. Il n'y a pas que nous, on n'est pas tout seul. Et on n'est pas au milieu de nulle part. On est au cœur d'un territoire qui fait à peu près 150 000 habitants et qui a besoin de Saint-Dizier pour trouver des commerces sympas, un cinéma qui fonctionne, un centre aquatique, du travail, de l'emploi, des médecins, des services publics, etc. Et c'est ça, révéler Saint-Dizier. C'est faire en sorte que notre ville soit une petite ville qui est tout d'une grande, dans laquelle on trouve tout ce dont on a besoin. Sauf que faire ça, après le Covid, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas si simple. Donc nous, on s'est dit, il nous faut comme une méthode nouvelle. Et cette méthode, c'est ce qui est caché derrière ça, c'est une méthode d'alliance. On va chercher des grands groupes, des grands acteurs nationaux, des plus forts que nous, pour qu'ils nous tirent vers le haut, qu'ils nous emmènent avec eux. Et vous voyez, je vous donne un exemple. Là, vous avez Muse. On le connaît, on en a souvent parlé. Muse, c'est vraiment le Grand Palais parisien qui décide de venir ouvrir ici, à Saint-Dizier, sa première antenne territoriale. C'est le premier équipement que le Grand Palais parisien ouvre dans un territoire, à Saint-Dizier. Il en a ouvert 2 autres, à Maubeuge et à Barentin. Là, quand il se passe ça, nous, on est trop contents. C'est-à-dire qu'on ouvre quelque chose ici et ça se duplique ailleurs. La grande boucle, le parc du Deauville, que tant de jeunes et de moins jeunes fréquentent chaque mois. C'est avec les JO qu'on l'a créé, qu'on l'a pensé, avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques. C'est ça l'idée, la grande alliance derrière. Et le but, avec tous ces grands acteurs, c'est de transformer le cœur de ville, en gros, la gare, jusqu'au parc du Deauville. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient présents le 19 février, quand on était au Fuseau. On a présenté ce grand projet de transformation. Voilà, certains hochent la tête. Vous pouvez retrouver ça, vous le retrouvez, il y a un QR code qu'on a mis dans le document et qui redonne un peu l'ensemble de ce qui a été transformé dans le cœur de ville et de ce que nous voulons transformer dans l'hypercentre, pour que ce centre-ville il nous tire vers le haut. Voilà. Ah, c'est bien. Est-ce qu'il y a des réactions, mesdames et messieurs? Est-ce que des personnes veulent déjà réagir à la première intervention de monsieur le maire? Que ce soit ici, au premier ou... En général, il y a des questions genre il y a trop de travaux en ce moment, quand est-ce que c'est fini, la place du Petit Bourg? Monsieur le maire pose la question directement. Je les connais, voilà. vos questions. Quelqu'un voulait poser cette question? Allez-y, n'hésitez pas. Hein. Alors attendez, monsieur, on va vous donner le micro. On va vous donner le micro. Voilà. Pierre? Non? Donc la question n'était pas une vraie question. Si, alors donc on l'écoute. Non? Très bien. Bon, alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Mais la poser vraiment... Alors monsieur, voilà, monsieur au fond, allez-y, monsieur Clément. Ouais. Sandrine, tu nous fais signe, au cas où. Oui, bonjour, merci. Quel est votre prénom, monsieur? Étienne Clément. Étienne, je voudrais savoir quel bilan vous faites des Halles, justement, aujourd'hui, qui a été présenté comme une structure qui devait avoir un impact sur l'ensemble du commerce braguard. Si l'objectif c'était que les Halles aient un impact sur l'ensemble du commerce braguard, de mon point de vue, c'est réussi. Mais est-ce que cet impact est bon? Est-ce qu'il est suffisant? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Les Halles, on les connaît tous, vous voyez l'image ici. On a voulu quoi derrière ça? On a voulu déjà un bâtiment qui tire la ville vers le haut, vous voyez, comme un signal, quoi, quelque chose de très beau, de très fort.
en matériaux locaux, de la pierre qui vient de... C'est à 2 heures de route que les pierres ont été extraites du sol, la pierre de Euville, en Meuse. Le bois, c'est du pin qui vient des Vosges, etc. Ça, c'était le premier point. Un vrai beau bâtiment. Parce qu'il faut qu'il attire. Et on le voit d'ailleurs, TF1 a choisi nos halles pour être dans les 10 plus beaux marchés de France. C'est pas rien, c'est parce qu'il est très beau. Mais l'essentiel, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça le plus dur. Avec Rachel Blanc qui est ici, on a beaucoup, beaucoup travaillé pour que vous ayez des commerces d'alimentation locale, au maximum. On estime à peu près entre 70 et 80% les commerçants qui vendent ici, qui sont locaux. Donc ça déjà c'est une réussite, c'est-à-dire qu'il y en a plus qu'avant qui viennent du coin et qui nous vendent des aliments qui viennent du coin, ça c'est très important. Et puis ensuite, il faut faire en sorte que ces halles, elles attirent du monde dans la ville. C'est comme une grande locomotive pour le reste du centre-ville. Et moi je crois que ça a généré un flux supplémentaire, on l'a vu dans les chiffres, le mois où les halles ont été ouvertes, dans les 2 mois qui ont suivi, vous avez eu chaque mois 100 000 personnes de plus qui sont passées dans notre cœur de ville. Et après, ça s'est évidemment un peu estompé, un peu tassé. Mais quand on parle avec les commerçants des halles, ils nous disent, comme ça au feeling, en gros, l'amélioration de leur chiffre d'affaires, elle a été entre 20 et 30% de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, preuve qu'ils ont travaillé et qu'il y a des clients en plus. Voilà. Maintenant, on rêverait que ça aille encore mieux, n'est-ce pas? En pensant bien sûr à la brasserie et à d'autres commerces qui sont à l'intérieur de ces halles. Donc franchement, de mon point de vue, objectif atteint. Mais bien sûr, il faut qu'on continue. Est-ce que ces halles se renforcent, quoi? À titre personnel, je me permets de le dire, les halles sont magnifiques. Vraiment. Est-ce qu'on a une question à nouveau dans l'Assemblée? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse une question dans la fosse et une question à l'étage. Pour garder l'équilibre, la parité. Non? Bien, monsieur le maire, on va donc continuer à feuilleter donc ce magnifique ouvrage. Juste avant, peut-être, moi, je sais qu'il y en a qui me posent des questions sur le cœur Gambetta. Parce qu'on m'en a posé un peu avant. Donc c'est en haut à gauche, là-bas. Oui. C'est l'endroit qui est au pied des remparts. Et vous avez vu, là, ça a été pas mal transformé. C'est temporaire, ce qu'on est en train de faire. C'est comme un jardin éphémère, disons. À cet endroit-là, on a voulu préfigurer ce que sera demain ce lieu. Donc on s'en souvient, c'est la rivière qui passe sous le marché aujourd'hui. Après le marché, elle est souterraine. On veut la sortir de terre, ne pas construire ici, comme c'était à un moment prévu, mais pour que cette rivière, elle soit un lieu de biodiversité, un lieu de fraîcheur, un lieu de rencontre, de retrouvailles, avec un parc qui sera créé tout autour. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à mettre une végétation. Cette semaine même, donc mercredi, on a de premières négociations qui vont se faire avec les premiers aménageurs qui candidatent pour transformer l'espace pour notre compte. Cet aménageur, il sera ensuite sélectionné à la fin de l'année et il pourra, au bout d'1 an, commencer les travaux vraiment pour le bas des remparts, là où on sort la rivière, et le haut du rempart, c'est-à-dire entre l'arrière de l'église Notre-Dame et l'arrière de l'Ambassy. Là, il y aura une place qui sera aménagée. Tout ça, c'est de l'espace public. Parce qu'il ne faut pas qu'on densifie ici, mais qu'on crée une poche d'espace public un peu sympa, avec la médiathèque qui pourra se construire au-dessus du rempart aussi. Voilà. Donc l'aménageur est en cours de sélection, et 18 mois après, les travaux seront en cours de réalisation. Donc voilà, d'ici 1 an et demi, ça commence en termes de travaux. Mais c'est très lent en termes de procédure. Voilà. Très bien, monsieur le maire. Certains souhaiteraient agir par rapport à la dernière intervention? Non? Après, on boira un verre, de toute façon. Allez-y. Oui, il va y avoir forcément, il y a beaucoup de choses encore à dire. On le rappelle, on aborde beaucoup de sujets, beaucoup de choses réalisées, mais tout n'est bien sûr pas exhaustif, puisque voilà, on ne pouvait pas tout évoquer ce soir. Il faut quand même le préciser. Alors, vous parliez tout à l'heure, monsieur le maire, du Grand Palais immersif, Muse, finalement, valeur d'exemple, puisque c'est repris également dans d'autres villes. Est-ce qu'on peut parler de fierté aujourd'hui retrouvée? On a mis une double page un peu exprès, tout de suite au début de ce bilan. C'est une fierté retrouvée, c'est-à-dire que notre objectif, il est fondamental. C'est de faire en sorte que notre ville change de regard sur elle-même. Quand on est arrivé en fonction avec l'équipe, on s'est dit ça doit être un objectif. Il y a plein de livres qui ont été écrits, et on le prouve aujourd'hui, mais pour démontrer le fait qu'il n'y a pas de développement possible, développement économique, démographique et autres, s'il n'y a pas de confiance dans le territoire dans lequel on est. Et nous, on considère que cette confiance, elle doit se générer par des choses réussies. Et c'est pas de la com, ça. C'est des choses réussies dont on parle. Vous voyez, si vous prenez des exemples très simples, mais en haut à droite, ville pilote du design actif. Quand les Jeux Olympiques nous décident de faire parler de nous et de parler de nous et nous accompagner sur le sport dehors, le sport dans l'espace public, c'est parce qu'il y a des choses à dire sur ça.
quand on fait venir RTL 2 fois, quand on fait venir TF1 4 fois, 5 fois, quand on fait venir tous les plus grands médias en plus de PTV et du JHM, qui sont nos grands médias, n'est-ce pas, et de l'Union. Il y a Pierre qui me regarde, qui me dit, bah, et moi, et Active Radio et tous les autres. C'est parce qu'il y a des choses qu'on veut dire positivement sur notre ville. Positivement. On a besoin de changer de regard sur nous-mêmes et qu'il y ait comme une émulation comme ça qui se fasse. C'est pour ça qu'on a voulu faire aussi l'Aristide, vous voyez. L'Aristide, c'est pas un gadget, c'est pas pour s'amuser. C'est pour mettre des gens dans la rue et qu'on parle positivement de notre ville. Nous, c'est ça qu'on aime. Parce que ça génère quelque chose de très important. Vous voyez, quand on crée comme ça du flux en centre-ville, on va en parler juste après, ça génère des ouvertures de commerce en ville. Voilà. Mais on en parle après. Une fierté retrouvée, c'est un de nos objectifs. Oui, fierté. Puis on parle également de cette alliance. Je me permets de revenir sur la partie en bas à droite. C'est une alliance foncière inédite entre Saint-Dizier et Aubervilliers. Ça aussi, on en a parlé. Moi, je l'ai vu dans les médias nationaux. On peut peut-être dire un mot là-dessus, monsieur le maire. L'alliance foncière, on en a souvent parlé. Pour ceux qui ne voient pas, c'est on lie notre terrain qui vaut pas grand-chose, qui attire pas les promoteurs, avec un terrain en région parisienne qui vaut très cher, qui attire plein de promoteurs. Et on dit aux promoteurs qui veulent construire sur le terrain en région parisienne, si tu veux construire ici, il faut d'abord construire à Saint-Dizier. Alors le promoteur dit, ah bon? Alors, ok, en gros, il ne peut acheter que les terrains ensemble. Et ça change tout dans l'univers de l'immobilier français. Si on réussit cette opération, ça va aider la centaine de villes qui nous ressemblent. C'est-à-dire des villes qui sont en difficulté quand même pour investir, pour faire construire ici du logement neuf, du logement libre. Voilà. Donc on est en train de déposer le permis de construire. Ce sera fait dans le courant de l'été. Normalement, c'est une histoire de quelques jours là, pour que le permis de construire déposé par le groupe Pichet, qui est un groupe, le 5e plus groupe immobilier français, eh bien, construise d'abord 25 logements à Saint-Dizier, puis 25 autres, donc 50 logements à côté du bâtiment France Télécom. Vous voyez où est ce terrain? Une espèce de terrain vague, là, le gros bâtiment jaune. C'est à côté qu'il y a ici une opération qui pourrait se faire de logements neufs, assez sympa, en centre-ville, que nous, on n'aurait pas eu la possibilité de faire. Et qu'aucun promoteur n'est venu faire ici depuis 25-30 ans. Parce qu'on n'attire pas, on n'est pas assez cher, paradoxalement. Et si on n'est pas assez cher, bah, ils ne se font pas assez d'argent. Voilà. Donc, Alliance foncière, Saint-Dizier, Aubervilliers. Et ça a valeur d'exemple, ça a fait parler de nous partout. On l'avait annoncé à la matinale de RTL avec Amandine Bégaud, qui est vachement sympa d'ailleurs, pour ceux qui avaient pu boire un verre avec elle, puisqu'elle avait... Elle avait bu l'apéro avec nous la veille. Voilà. Ah oui, bonne vivante, Amandine Bégaud. Hein. En tout cas, effectivement, ça avait eu un écho retentissant et c'était bien de revenir dessus. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, messieurs, dames? Ah, il y a une question là, Pierre, s'il vous plaît. Attendez, monsieur, on va vous donner le micro de façon à ce qu'on puisse vous entendre également par ceux qui nous suivent via la caméra. Merci. Bonjour. Vous allez faire quel genre de logement? Ce sera du logement en immeuble. Ça sera en immeuble. Ce sera en gros 2 immeubles. Alors, c'est pas complètement défini encore, mais de 25 logements chacun à peu près. Mais vous avez parlé, par un temps, dans les réunions que j'ai suivies, de faire excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous pouvez rapprocher un tout petit peu le micro pour nous entendre? Pavillons. Les petits papillons. Oui. Pavillons. Pavillons. Oui, pas pavillons. Oui. Les papillons, non. Pavillons. Je croyais que monsieur était en train de déclarer un coup de cœur. Vrai. Les petits papillons dans le ventre. Non, on parle de pavillons. Dans le projet initial, on a demandé aux promoteurs, on a dit voilà, nous on aimerait du logement collectif jusqu'au pavillon. Dites-nous ce que vous êtes en capacité de faire. Et à l'époque, j'avais dit on verra avec le promoteur si ça marche économiquement. Ce qu'il nous dit, c'est moi c'est facile de faire. Il nous dit c'est facile de faire un pavillon, des petites maisons, mais je vais les vendre trop cher par rapport au marché immobilier ici, donc les gens n'en voudront pas. Et donc lui comme nous, on ne veut pas faire des logements que personne n'achètera parce que ce sera trop cher par rapport à d'autres maisons en fait que vous trouvez en centre-ville, voilà, ou ailleurs sur la ville. Donc on a abandonné les petits pavillons. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question, mesdames et messieurs? Ce sera des logements avec des grands balcons, des espaces extérieurs, vus sur le canal ou bien vus sur le centre-ville. Eh bien non, ça va monter à 3 plus attique, c'est-à-dire une espèce de petit étage en haut. Voilà. C'est à peu près ce qu'on trouve. Ce sera un peu plus bas que le France Télécom actuel, évidemment. Voilà. Ça vous va, monsieur, la réponse? Est-ce que quelqu'un souhaite... Et dès que le promoteur est OK, on dévoilera les images. Lui, il le fera et il lancera la commercialisation. C'est-à-dire que tout de suite, il dira, bon voilà, à qui ça intéresse. Et le promoteur voudra... dessiner le détail des logements avec les acheteurs potentiels.
Ça, c'est important. Il dit, je vois bien qu'à Saint-Dizier, il y a un petit marché, et c'est vrai, c'est pour ça que c'est compliqué. Et donc, il dit, je vais dessiner avec les acheteurs, est-ce qu'il veut un T2, un T3, un T4, un grand balcon. Les balcons, ce sera assez défini, mais voilà, il veut faire en sorte que l'acheteur vraiment puisse y aller, quoi, investir. Donc, je repose ma question. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à Monsieur le maire? Oui, on a une question là-bas. Alors, je vous invite à bien rapprocher le micro, hein, messieurs, dames, vous qui intervenez. Voilà, qu'on vous Bonjour, entende. Parfait. je m'appelle Daniel. Vous avez dit tout à l'heure que, notamment pour les halles, Oui. le fait de faire table rase des anciennes halles, c'était élevé un peu la ville. Je suis un peu surpris parce que c'est un patrimoine historique et quand on fait le bilan un petit peu en tournant autour de la ville, enfin au centre-ville, on a le sentiment que justement, il y a une espèce de volonté de faire table rase du passé historique. Ça s'est fait notamment avec la destruction d'un collège historique, avec les halles, etc. Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il n'y a pas suffisamment de patrimoine historique à Saint-Dizier et qu'il vaut mieux l'effacer? Je vous remercie. Merci de votre question, qui est une question qu'on m'a souvent posée, et donc elle est importante. D'abord, je n'ai pas dit que faire table rase des anciennes halles, c'était élever la ville. J'ai dit construire des halles, il faut que ce soit un beau geste. Faire table rase, c'est intéressant si le bâtiment n'avait pas d'avenir suffisant. Moi, quand le choix a été fait de raser ces halles, et qu'elles ont été rasées, je n'étais pas encore élu. Mais je ne conteste pas ce choix, parce que ces halles-là n'étaient pas rénovables. Ou alors, elles étaient rénovables, mais il n'était pas possible d'accueillir autant de commerçants avec autant de qualité d'accueil qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous aviez une dalle physique sur laquelle on marchait, en fait, extrêmement légère. Sur cette dalle, il fallait donc qu'on puisse installer des réseaux d'eau, d'électricité, pour que les commerçants qui le demandaient aient des étals qui fonctionnent bien. Et la dalle en question n'était pas assez solide pour ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le marché dans lequel vous allez aujourd'hui, il est suspendu. C'est un marché sur lequel on peut... les poteaux ne sont pas des poteaux qui tiennent le toit, mais c'est une charpente métallique dont les poteaux soutiennent le sol. Et le sol est à peu près 30 cm de la dalle ancienne, parce que c'est trop lourd. Donc, précisément, par exemple, pour ce cas-là, eh bien, on s'est dit, mais non, c'est pas possible de garder le lieu, alors que c'est vrai, il avait une histoire. Je vais vous prendre un autre exemple. Les petites halles. Les petites halles, on fait le choix de les garder et de les rénover, à l'époque. Là, je suis élu, ce coup-là. C'est parti, on y va, on lance le marché, 800 000 € de travaux. 800 000, il faut les mettre pour rénover le patrimoine. Mais on y va parce qu'on pense que ces petites halles, elles ont un supplément d'âme, un truc en plus. Et elles font que Saint-Dizier, c'est pas une autre ville. Et c'est parti, on commence à rénover un peu, et puis il faut changer les poteaux. Et là, les entreprises qui attaquent nous disent, mais attendez, le bureau d'études qui avait préparé le chantier s'est trompé, il n'y a pas les fondations qu'on pensait, et donc il faut revoir les fondations. Revoir les fondations, ça veut dire qu'il faut creuser. Creuser, ça veut dire qu'il faut fouiller. Fouiller, ça veut dire qu'il faut faire de l'archéologie, et c'est très long. Et donc là, en l'occurrence, en accord avec l'architecte des bâtiments de France et les entreprises, on a démonté l'ensemble des halles, on les a numérisées, numérotées, elles sont empilées en petits micados dans un endroit sécurisé et à l'abri, et puis un jour, eh bien, on verra comment on les restaure. Mais là se pose une question au moment où on les enlève. Les gens disent « Ah, mais c'est génial !» Il y en a plein qui nous disent « Je ne veux pas que les halles reviennent », notamment les commerçants. D'autres disent « J'espère que vous les remettrez ». Et donc là, moi, maire, je n'ai pas d'idéologie. Je dis « Qu'est-ce qui sera le mieux pour la ville ?» Et je vais chercher. Et on verra, et je l'ai souvent dit, et je le dis encore, le choix, il n'est pas fait sur les petites halles. Moi, je ne sais pas encore si c'est bon de les garder ou bon de les enlever. Donc ça, il faudra qu'on regarde. Voilà. Ensuite, il y aura tout un chapitre sur le patrimoine. Je vous propose d'y revenir tout à l'heure, parce qu'il y aura pas mal de détails à donner. Mais je crois qu'on a rarement autant fait pour le patrimoine aujourd'hui à Saint-Dizier, sachant que c'est compliqué à garder le patrimoine, mais vous verrez, j'y reviendrai. Si ça vous va, j'y reviens tout à l'heure. Merci, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a une autre question? En tout cas, on essaie d'être ni pour ou contre le patrimoine. Le sujet n'est pas là. Pierre. C'est qu'est-ce que je sais faire ou qu'est-ce que je peux ne pas faire ou faire avec le patrimoine. C'est ça qu'on doit penser. Alors, on précise également, mesdames et messieurs, sachez-le, on essaie de respecter un certain timing, donc on prend un certain nombre de questions. Il faut couper la parole de temps en temps. Et à un moment donné, je me permettrai, monsieur le maire, effectivement, d'être un peu désagréable en vous coupant la parole, mais tout en respect, bien évidemment. On écoute ce monsieur. Quel est votre prénom, monsieur? Yalcin Simsek.
On vous écoute. Bonsoir tout le monde. En fait, ma question, c'est concernant les travaux qui commencent chaque été. Je pense que ça doit peut-être freiner l'effort que tu as déjà fait, Quentin, pour attirer du monde. Et là, quand je connais pas mal de gens qui passent par Saint-Dizier, quand ils voient les travaux en plein centre-ville, je pense qu'il faut peut-être répartir la date des travaux à une autre date, je pense. Les travaux de la RN4 ? Non, les travaux en ville. Pardon, en ville, j'ai compris. Parce que les gens, quand ils passent, ils font le détour. Il y a au RN4, les gens ils viennent en ville. Après, ils repartent à Vitry. Donc, Oui. Alors, c'est sûr que les travaux, quand on les fait, ça génère des nuisances. Et c'est compliqué de faire les travaux. Et entre nous, il n'y a jamais de meilleur moment pour les faire. Les travaux, par exemple, de la place du Petit Bourg en plein centre-ville, on peut en parler, ils devaient être terminés autour du, je me souviens, on en avait reparlé avec le JHM d'ailleurs, autour du 21 juin. Parce qu'on voulait que ce soit terminé là, que ce soit rouvert ici, la circulation. En l'occurrence, l'entreprise Martel rencontre un problème. Il nous avait dit on va réussir à mettre 50 dallages par jour. En fait, ils arrivent à n'en faire que 30. Donc, ils perdent beaucoup de temps. Et le temps, bien sûr, on est obligé de l'assumer. Donc, ça devait être fait avant l'été. Ça va se finir pendant l'été. Bon, on va voir comment on gère ça. Et après, il y a les travaux de la RN4, où clairement, là, c'est très compliqué. Très compliqué. C'est 20 000 véhicules par jour qui traversent notre ville. Mais c'est aussi parce qu'on a énormément hurlé qu'ils font ces travaux. Les travaux là, c'est la première phase avant le contournement, avant la mise à 2 fois 2 voies du contournement. D'accord ? Donc ça, c'est une victoire. 20 ans que nous attendions que le contournement de Saint-Dizier passe de 2 fois 1 voie à 2 fois 2 voies, pour que plus jamais les camions traversent notre ville. Sauf qu'il faut le faire. Alors, tout le monde ne voulait pas ça. Ah, je sais, Monsieur Chauvelot, vous vouliez, parce que ça consomme du foncier. Exact. Il y a plein de choses. Il y a un débat, mais moi, là, le débat là-dessus, ma position, elle est très claire. Il faut améliorer le désenclavement de Saint-Dizier, on en reparlera tout à l'heure. C'est sûr, il faut que les camions puissent circuler plus facilement, qu'ils ne passent pas dans notre ville, qu'ils ne détruisent pas nos routes en centre-ville, et on les refait tout le temps, parce que c'est ça qui nous génère des problèmes aujourd'hui. Donc la RN4, on est en train de gagner un combat, puisqu'elle est en train d'être dédoublée, mais ça génère, c'est sûr, des gros problèmes de circulation en centre-ville en attendant. Monsieur le maire, on est obligé d'avancer avec la prochaine slide. Je rappelle qu'il y aura des échanges, bien sûr, à l'issue de cette présentation. On parle également de patrimoine, monsieur le maire. Réhabiliter le patrimoine, ça aussi, ça fait partie des engagements importants pour la ville de Saint-Dizier. Donc le patrimoine, c'est un défi. C'est très difficile. Et nous, on est convaincus qu'il y a besoin de ça. Pas parce qu'on nous dit que c'est important, mais parce que c'est ce qui fait que Saint-Dizier sera une ville singulière. Le but, c'est de ne pas être un centre commercial, quoi. C'est de ne pas être une ville comme les autres. On va venir acheter en centre-ville plutôt que sur Internet parce qu'on va trouver une ambiance de centre-ville. On va venir habiter dans un quartier parce qu'on va trouver une ambiance de quartier. Et l'ambiance, c'est le patrimoine souvent qui la donne. Donc, à chaque fois qu'on a un élément de patrimoine, on réfléchit. Comment on peut faire ? Est-ce qu'on va réussir à le sauver ? Je vous prends les exemples là. Alors, à gauche, rénovation de l'ancien hôpital. Magnifique, ça. On ne l'a pas détruit, monsieur. L'ancien hôpital, ça aurait pu, à un moment, rester une ruine pendant des dizaines d'années. Mais on a trouvé un promoteur qui accepte d'y faire du logement, en l'occurrence du logement social, et une maison de santé qu'il a rénovée. Et on a ça qui est magnifique aujourd'hui. Ça, c'est une victoire. C'est très difficile à faire. Mais après, je vous donne l'exemple de l'église de Marnaval. Alors, l'église de Marnaval, est-ce qu'il y a des Marnavalais dans la salle ? Ah, magnifique. Ils sont là, au centre. Vous l'aimez bien, votre église ? Moi aussi, je l'aime bien, parce que c'est aussi la mienne, c'est aussi la nôtre. Bon, cette église, on avait budgété cette année, 750 000 euros pour la première tranche des travaux, la première tranche seulement. Hein. On sait qu'au bout du bout, on va monter à plus d'1,5 million. 1,5 million pour une église. Et il y a 5 églises à Saint-Dizier. Et il n'y a pas eu beaucoup d'euros qui ont été mis sur les dernières décennies. Mais nous, on veut sauver ça. Comment on s'y prend ? On y va un par un. Et là, on décide de mettre 750 000 euros sur cette église. Mais au moment où on pose le permis de construire pour la transformation, l'architecte des bâtiments de France ou la DRAC, je ne sais plus, l'un des deux nous dit non, il faut aussi faire des fouilles archéologiques à l'intérieur de l'église. Parce qu'il va falloir revoir les fondations sous chacun des poteaux. Ah, donc ça c'est une nouveauté. Au moment où on pense que c'est bon, on peut poser le permis, commencer les travaux, finalement non, on nous trouve autre chose. Donc moi je suis pas contre le patrimoine, donc je veux le sauver, donc j'obéis, puis on n'a pas le choix. Mais on se prend 1 an et demi dans la vue. Et les 750 000 euros qu'on avait mis au budget, on ne peut pas pouvoir les dépenser là. Allez, c'est pas grave, on continue. Ces travaux-là, les gens ils se disent quoi de l'extérieur ? Alors notre église, vous l'oubliez ? Alors qu'on y mouille la chemise à fond. Mais c'est tellement compliqué le patrimoine qu'il faut savoir faire des choix. Et des choix notamment financiers. Autre exemple, le couvent des Ursulines ici.
N'importe qui nous dit, à l'époque nous disait avant Covid, ça il faut démolir. Les promoteurs avec qui on discutait, promoteurs commerciaux notamment, ah, ça va coûter un bras à rénover, cassez-moi ça, on en fera des belles cellules à la place. C'est vrai, on peut faire des belles cellules commerciales à la place, ça aidera le centre-ville. On ne fait pas ce choix, on décide de préserver ce bâtiment, comme le bâtiment d'accueil de l'Assomption d'ailleurs. Ça, à rénover, première estimation financière, 6 millions d'euros. D'accord ? 4 500 euros le mètre carré. 6 millions d'euros. Pour faire quoi après ? Il faut qu'on réfléchisse. Alors nous, on se dit, parce que c'est beaucoup remonté dans les différentes réunions qu'on a faites, publiques, il faudrait faire ici un restaurant un peu sympa, un peu de qualité, qui tire notre centre-ville vers le haut en termes touristiques plutôt. Et puis des chambres d'hôtel au-dessus, ce serait trop chouette. Ça, c'est ce qui marche bien dans ce genre de bâtiment. Mais bon, à ce prix-là, il va falloir réfléchir. Donc nous, on continue à chercher des promoteurs, des investisseurs, et à aller chercher de l'argent public, de la région, du GIP, de l'État, pour rénover ce lieu. On a l'impression qu'il ne se passe rien, mais on en est au deuxième architecte qui travaille, et on espère réduire l'enveloppe à 4 millions d'euros. 4 millions, il faut les sortir. Voilà, le patrimoine, c'est pas juste une idée ou c'est de la transpi, quoi. Voilà. Ou alors, après, on a, vous voyez, Miko, Miko, c'est notre fierté. On essaye de le rééclairer, c'est notre patrimoine, il faut que ça apparaisse très, très joliment autant que possible. Voilà, donc pour les explications. On ne prendra pas de questions sur la partie patrimoine, monsieur le maire. Par contre, je rappelle qu'à l'issue, vous serez bien sûr disponible s'il y en a qui souhaitent échanger. Je pense que vous avez été très explicite. On va changer, mesdames et messieurs, donc cette fois de partie. On va aborder la deuxième partie importante sur ces échanges. Ça concerne Saint-Dizier, ville mobilisée. On va tout de suite retrouver la slide. Alors, on parle notamment du cœur de ville. On parle du commerce également, monsieur le maire, on le sait, beaucoup de difficultés. Et ça, c'est un fléau national aujourd'hui. Quelle est la solution pour inverser la tendance ? Alors, vous l'avez dit, c'est dur partout. Moi, les collègues maires que j'appelle, c'est très difficile. J'appartiens à un réseau, enfin, on appartient à la ville, à un réseau qui s'appelle Ville de France. C'est le réseau des villes moyennes, entre 20 000 et 100 000 habitants. Et récemment, là, il y a eu le congrès de ces villes de France là, qui se sont réunies à Libourne. Le sujet 1, c'était le commerce. Comment on fait tellement c'est dur. Voilà. Le sujet 2, c'est la sécurité, mais on en parlera tout à l'heure. Et le 3, c'est la santé. On en parlera aussi à un autre moment. Donc le commerce, c'est très dur. Et il faut observer ce qui se fait un peu bien ailleurs. Nous, comme élus, c'est pas nous qui pouvons ouvrir un commerce. Donc il faut qu'on crée les conditions pour que le commerce, ça marche. Et la première chose qu'on a voulu faire, et ça a des effets, c'est la question du flux en centre-ville. Mettre des gens dans la rue. Si tu as un commerce avec personne sur le pas de porte, le commerce ferme. Voilà. Et c'est dur à l'heure des réseaux sociaux, d'Internet, et où tu peux acheter n'importe quoi sans bouger de chez toi. Il faut que les gens ils sortent. Et comment on sort les gens ? On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Il faut faire des trucs sympas. Voilà. C'est pour ça qu'on fait de l'événementiel. L'événementiel, on m'a souvent dit « Ah, vous en faites trop ». Enfin, on ne me l'a pas si souvent, mais on me l'a dit parfois. « Vous en faites trop, la fête et tout ça, c'est quand même pas ça qui compte. » Ah non, mais attendez, c'est commercial. Quand on fait l'Aristide, j'en reparle à nouveau, ça fait venir du monde, c'est important pour ça. Quand on fait les nocturnes avec l'association des commerçants, notamment les nuits des soldes et tout ça, le monde qu'il y a là-dedans, mais c'est extraordinaire. Ça fait venir du monde, c'est très important. Quand on fait les terrasses en centre-ville avec des concerts, ça fait venir du monde, c'est très important. Ça a aidé qui ? Le Diable Rouge à s'installer, par exemple. En face de la cabane à canon, l'atelier flottant, les ateliers de Judith, pas les ateliers, chez Judith, je sais pas moi, la fabrique, sur la place du Petit Bourg plutôt, au très très bon, les Rough Play, on en a mis une petite photo et tout ça ici. Ça, ils ne peuvent pas fonctionner, là je vous ai parlé que des commerces de bouche, s'il n'y a pas de l'animation. Et ils viennent parce qu'il y a de l'animation. Ils ouvrent parce qu'il y a de l'animation. Donc ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, parce que je savais qu'il y aurait une question là-dessus, mais c'est trop important, on a décidé de mesurer les flux en centre-ville. Pierre, est-ce que, ou quelqu'un, avec l'ordinateur... Pierre est à gauche. Là, est-ce qu'il est possible de mettre... on a une slide où on voit la courbe de la fréquentation du centre-ville. Merci. Oui. En bleu, c'est nous. Là, on est avant Covid. Et donc, on se compare aux villes du bassin de vie. Tous les quatre, on regarde les chiffres, là, Chaumont, Bar-le-Duc, Vitry, nous, et puis on voit comment notre bassin de vie, collectivement, il évolue. Et on voit qu'on était beaucoup plus bas que Bar-le-Duc avant Covid. Vous voyez, la courbe verte, c'est Bar-le-Duc. Et puis, on reste assez bas, en fait, jusqu'à un moment qui est été 2021. Là, clac, on passe pour la première fois au-dessus du vert. Été 2021, c'est quoi ? C'est l'Aristide. Là, il y a comme un déclic. Et puis, petit à petit, notre événementiel,
les foires de Pâques, foires commerciales qui a rouvert, tous ces événements, les terrasses, plus de 50 concerts donnés, payés par la ville, chaque été en ville. Plus de 50 concerts, enfin, personne ne fait ça, hein. C'est énorme, fait que petit à petit, la courbe bleue, la nôtre, eh ben, non seulement elle monte, mais elle monte au-dessus des autres aussi. C'est pas une bataille, je veux dire, mais ça permet de se comparer un peu. Et ça, c'est positif. C'est pas les élus qui disent ah, vous avez vu, il y a du monde chez nous. Non, c'est vrai, il y a plus de monde qu'avant. Mais l'autre défi, c'est ensuite que les commerçants trouvent les moyens de faire entrer ce monde, bien sûr, dans la cellule commerciale, et puis que ça consomme. Et c'est là où on fait une autre action, c'est d'aider les commerces à ouvrir dans le centre-ville de Saint-Dizier. Si on peut revenir sur l'autre slide. Oui. Mais on rappelle quand même, monsieur le maire, là c'est vraiment factuel, hein, ce sont des chiffres oui. avérés, hein, donc là c'est du Et concret. ces chiffres-là montrent que, sachez-le, c'est intéressant, en moyenne, plus de 600 000 personnes, 600 à 650 000, passent chaque mois dans notre centre-ville. Pas en voiture, hein, à pied. C'est des gens qui passent plus d'un quart d'heure. C'est un système qui est agréé par l'État, qui calcule le nombre de passages avec les téléphones, en fait. Voilà. Et ça marche très bien. Et toutes les villes moyennes, en gros, aujourd'hui, utilisent ça, et même les grandes villes. L'autre chose qu'on doit faire, c'est aider à l'investissement. Donc, quand un commerce ouvre chez nous maintenant, et qu'il est nouveau, il se voit financer 25% de son investissement par la ville, dans la limite de 10 000 euros. Mais c'est déjà une belle somme. Donc, c'est énorme. Et en plus de ça, c'est la carotte, on a un bâton. Le bâton, c'est la taxe sur les locaux vacants. Il y a des propriétaires qui mettent des tarifs d'Américains. Ils croient qu'on est à New York ou à Paris, alors qu'on est à Saint-Dizier. Et donc, c'est trop cher et on ne peut pas louer, en fait, à Saint-Dizier, du coup. Ces gens-là, du coup, ils ont des cellules commerciales qui sont vacantes. Mais ça ne les dérange pas, parce que fiscalement, ils créent du déficit et ça fait de la défiscalisation. Sauf que moi, ça me gêne qu'ils fassent de la défisque sur le dos de notre rue. Donc, taxe sur les locaux vacants. Cette taxe-là, on l'a mise en place il y a 2 ans maintenant. C'est 30 locaux qui doivent payer la taxe maintenant, 30 locaux qui ont généré en gros 20 000 euros de recettes chaque année pour la ville de Saint-Dizier. C'est pas énorme, mais quand vous devez payer une taxe foncière plus une taxe sur les locaux vacants, ça commence à vous motiver un petit peu. Et Madame Blanc peut en témoigner, parce qu'elle a beaucoup travaillé ça avec les services, mais elle rencontre des propriétaires qui maintenant reviennent la voir en disant « Bon, c'est moins intéressant pour moi maintenant, donc il faut que je loue ». Et on fait un truc là qui ne se voit pas, mais c'est de la négociation avec eux pour qu'ils baissent leurs tarifs. Voilà. Donc le prochain défi, par exemple, c'est la cellule de Burton. Elle est très grosse, elle est en centre-ville. On est dessus. On n'est pas dessus tout seul, on le fait avec l'Union des commerçants Braga pour trouver le bon commerce, quoi, ce qui fera du bien à la ville ici. Donc on aide à l'investissement, et puis bâton, celui qui ne veut pas se bouger, voilà. Et on parlait l'événementiel, donc très important, vous l'expliquez, hein, le rapport. On peut également revenir peut-être sur cet événement musical qui a eu lieu, hein, les musicalités, avec de magnifiques artistes, hein, parce que bon, j'ai Princesse Erika, Bugsy, Matthew Stone et d'autres, Faudel, par exemple. Voilà, ça, et tout ça gratuitement, monsieur le maire. Hein. C'est gratuit, on s'est juste tapé la pluie, mais c'est pas grave, c'était bien. Ça a fait venir beaucoup de monde, et c'est voilà, musicalité, on est reconnu pour ça, c'est un marqueur. Et on calculera, j'aimerais bien qu'un jour on y arrive, à mesurer les impacts financiers pour la ville, les retombées. Voilà, musicalité, ça nous coûte 650 000 euros à nous les bragards. Ça a l'air gratuit comme ça, mais en fait c'est les bragards qui payent. Hein. Oui, donc c'est quand même pas complètement gratuit, mais 650 000 euros, ça a des retombées qui sont à mon avis 3-4 fois supérieures pour la ville, en termes de consommation, je pense. Est-ce qu'il y a des questions concernant cet hypercentre? Oui, vous écoute. Pierre, non, la dame en rose derrière, là-bas. Voilà. N'hésitez pas au premier étage également à vous manifester. Hein. Merci Pierre. Que Sandrine participe un peu à la fête. Bonsoir monsieur le maire. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Sylvie. Sylvie. Bonsoir. On vous écoute. Justement, vous parlez des retombées, c'est intéressant. Est-ce que vous avez déjà pu discuter, alors c'est un peu juste, hein, ça s'est terminé hier soir, avec des commerçants, des hôteliers, des restaurateurs? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent sur Saint-Dizier de l'extérieur, certainement, mais qui logent sur place, qui consomment sur place? Est-ce que vous avez déjà des données, ou est-ce que vous allez justement sonder les commerçants pour justement nous donner ces données un jour publiquement? Pour l'instant, c'est que sensitif, c'est-à-dire que je disais, c'est compliqué de mesurer ça. Enfin, il faut un vrai travail que nous, on ne sait pas faire en interne. Et donc, sensiblement, c'est-à-dire dans nos échanges, quand on discute, effectivement, nous, ceux qui louent des Airbnb, ceux qui ont des hôtels, etc., ils le disent, c'est plein quand il y a musicalité. Maintenant, quand il pleut comme ça, qu'est-ce que c'est l'impact? Parce que tu annules peut-être dernière minute. Moi, j'ai senti que dimanche soir, c'était beaucoup de bragards qui étaient là. Parce qu'en fait, finalement, tiens, il pleut un peu moins. Je vais voir Pierre Garnier, je vais écouter Julien Libre, tout ça.
Mais quand il y a eu Slimane l'année dernière, Kinvey et autres, où sur l'ensemble du week-end on a fait plus de 80 000 personnes, ça c'est du jamais vu dans l'histoire de Musicalité, ben voilà, ça a des retombées qui sont évidentes. Les gens ils viennent consommer, tout ça. Je vous prends même pour les associations, par exemple, on crée, ça c'est avec Mokhtar Kalal que nous faisons ça, il a eu l'idée de dire les buvettes, il faut qu'elles puissent être aussi tenues par les associations, comme ça elles se font de la recette pour elles-mêmes. Et elles gèrent ça, elles sont combien à gérer ça ensemble ? 7 à gérer ça ensemble, on a été les voir à plusieurs reprises, elles ont travaillé en amont beaucoup, ça leur génère plusieurs milliers d'euros de revenus pour elles-mêmes, pour leur fonctionnement, et franchement c'est hyper utile pour elles. Voilà. Merci, donc ça serait bien peut-être d'avoir un chiffre précis, si vous êtes en mesure de l'avoir bien sûr auprès des commerçants, des restaurateurs. Oui, c'est ce que je disais, oui, tout à fait. Merci. Est-ce qu'on... Oui, on va reprendre une question, allez-y, on va prendre votre question, monsieur. Oui, vous parlez du centre-ville. Bon, j'ai quelques amis qui s'entraînaient dans une salle de sport, qui est une association qui s'appelle Héraclès, et qui existe depuis une 30aine d'années. Et a priori, vous êtes en procédure avec eux. Je voulais simplement savoir qu'est-ce qui vous motive dans cet acharnement juridique, puisque, bon, en définitive, c'est une association qui n'a jamais coûté un seul centime ni à l'État ni à la commune. Donc voilà, je pense que vous pourriez nous donner peut-être quelques explications sur ce dossier. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci, ça me permet de dire qu'on a des gens aujourd'hui qui squattent un bien qui appartient à la ville de Saint-Dizier. Et je le dis avec le sourire, mais honnêtement, ça nous agace un peu, parce que lorsqu'on a racheté le bâtiment à l'époque, ils payaient un loyer aux propriétaires. Et puis, on leur a dit, vous avez une association qui est importante pour le centre-ville, enfin pour la ville, très bien, nous on soutient le monde associatif. On leur a dit, attention, un jour, il faudra qu'on démolisse ce bâtiment. Comme il faudra qu'on le démolisse un jour, eh bien, on ne vous fait plus payer le loyer. Vous le payez à l'ancien, vous ne le payez pas à nous. Ça vous va ? Ok, très bien. Plus de 5 ans comme ça, 5-6 ans, sans loyer payé. Des dizaines de milliers d'euros économisés pour eux. On l'estime à peu près à 80 000 euros. C'est pas rien qu'ils auraient payé si ce n'était pas nous les propriétaires. Et puis vient le moment où, allez, il faut déménager. On leur fait des propositions parce qu'ils ne veulent pas déménager par eux-mêmes. Ils veulent qu'on leur propose des choses. On leur propose des bâtiments. On leur en propose au Verbois, par exemple. On leur en propose ailleurs. Ces bâtiments, aujourd'hui, sont pris par d'autres parce que le Verbois, ils nous ont un peu dit comme ça, c'est pas pour nous. Voilà, je le pose là. Hein, okay. Par exemple, les bâtiments dans lesquels sont Puissance Télévision aujourd'hui et Studio P, qui est une école de formation, on leur a rénové tout ce bâtiment pour eux. On y a mis beaucoup d'argent. Ce bâtiment, il aurait pu être pour l'association Héraclès. Ils n'en ont pas voulu. Et on en a d'autres comme ça, pas mal d'exemples, où clairement ça aurait pu être pour eux et ils ne l'ont pas souhaité. Dont acte. Maintenant, on est obligé, nous, de démolir ce bâtiment, parce qu'on a un projet urbain qu'on a présenté le 19 février, très largement, qui doit passer sur cette friche. C'est quand même pas très joli pour la ville de Saint-Dizier. Et donc, puisqu'ils ne veulent pas partir, eh ben oui, on est obligé d'aller en justice. Et c'est vraiment malheureux. Je crois que ça ne nous est jamais arrivé avec des associations. Voilà, jamais. On a toujours réussi à trouver des solutions. Donc maintenant, ils sont en situation de squat. Et effectivement, on est devant la justice pour obtenir leur expulsion. C'est horrible à dire, mais c'est comme ça. Merci, monsieur le maire, pour cette explication. On va rester dans Saint-Dizier, ville mobilisée, excusez-moi, et on va parler du développement économique. Alors, développement économique, forcément, source d'emploi, monsieur le maire. On peut peut-être parler, je pense qu'il y a un bon exemple dans ce volet-là, qui sont les aciéries Hachette et Driou. Voilà, qui ont été une belle réussite. Et quel est le positionnement dans un cas comme cette société qui devait fermer? Comment se positionne la mairie? Quelle est l'action de la mairie? Quand je suis arrivé comme maire, j'étais jeune maire, je n'ai jamais été élu. J'étais avocat avant, tu arrives là, je dis bon. Je me pose une question, je me dis mais en fait, quel est le rôle exact d'un élu pour la création d'emplois, la création de richesse dans une ville? Parce que nous, on ne peut pas ouvrir une entreprise, une industrie. Par le passé, les élus souvent créaient de l'emploi eux-mêmes, c'est-à-dire ils recrutaient du monde à tour de bras. C'était le cas quand même aussi dans notre ville, hein, ce qui générait quand même aussi du déficit et autres. Mais c'était une politique qu'on ne peut plus mener aujourd'hui. Créer de l'emploi pour nous, la réponse, de mon point de vue, c'est de créer les conditions d'accueil au maximum et d'être vraiment aux côtés des entreprises pour qu'elles puissent ouvrir ici une industrie. Vous ne le savez peut-être pas assez, parce je crois qu'on est trop discret là-dessus. Mais nous attirons des entreprises et nous sommes un bon territoire pour l'industrie. C'est pas parce qu'on a connu tant de fermetures d'emplois pendant des décennies, où j'étais en culotte courte à l'époque, mais qu'on n'est pas bon aujourd'hui pour attirer des entreprises. Je donne des exemples qu'on a un peu cités dans le document, mais Focast, plus de 5 millions d'euros qui doivent être investis, ils vont renouveler tout leur outil industriel. Énorme.
Et au total, ils veulent aller jusqu'à 10 millions d'euros d'investissement. Yanmar doit investir encore. Yanmar, c'est un groupe japonais qui avait 2 entités en Europe, une en Allemagne, une à Saint-Dizier. On était en concurrence avec les Allemands en quelque sorte. Eh bien, le groupe japonais a décidé de fermer l'Allemagne, 300 salariés, ça par contre c'est dramatique, pour tout rapatrier chez nous. Pourquoi ? Parce qu'on est bon dans l'industrie. Et ils vont investir, et nous on va accompagner cet investissement. Miko, j'ai reçu très récemment le président du nouveau propriétaire de Miko. Ça s'appelle The Magnum Ice Cream Company. C'est le groupe Magnum maintenant ça s'appelle, parce que c'est ça qu'on connaît le plus, Magnum. Ils ont 8 milliards de chiffre d'affaires dans le monde, et ils tiennent à notre usine. Le président Monde est venu à Saint-Dizier pour voir s'il y avait des investissements à faire sur notre usine de Saint-Dizier. D'abord, on lui a montré qu'il y avait une histoire ici, qu'il avait les racines de son groupe qui étaient chez nous. Et ça, pour lui, ça a été unique à découvrir. Il était sidéré. Et ensuite, il dit, OK, je vais voir le type d'investissement qu'on peut faire pour renforcer l'usine Miko. Elle est unique pour nous. Et puis après, il y a des usines. Alors, je passe les exemples, mais Dania aussi doit investir fortement. Il y a des usines comme Hachette et Driou, où là, pour le coup, on a eu un peu chaud. 270 salariés, la plus belle fonderie d'Europe, parce que tout l'outil avait été complètement rénové. Et la volonté du propriétaire de l'usine de la vendre. Et là, il y a un risque qui est énorme, et c'est ça que je comprends dans mon rôle à ce moment-là, c'est qu'un mauvais acheteur prenne la main sur l'usine, et en gros la décompose, et la revende en pièces détachées pour se faire de l'argent. Il l'achète à bas coût, et il revend en pièces détachées. C'est caricatural mon propos, mais en gros, c'est ça le risque. Et il y avait un acheteur très fort, très riche, un fonds de retournement allemand, qui envoyait les paillettes, quoi. Et donc, je savais que ça, le tribunal de commerce, l'administrateur judiciaire, allait être séduit par ça. Et donc, nous avons fait quoi ? On a fait ce qu'aucun élu le fait. On a vu l'allemand. On a été chercher des investisseurs français, des vrais groupes industriels. J'en ai contacté 3 au total. Il y en a un qui dit « j'y vais ». Celui-là, il dépose une première offre un peu sûr de lui. Surtout, non, il faut l'améliorer. Et on améliore les offres progressivement. Puis il y a un groupe anglais qui a voulu venir, qu'on a rencontré aussi. Alors là, l'accent irlandais était un peu chaud, parce que c'était des... Bref, mais j'ai tenu bon. On a réussi à trouver ça. Et petit à petit, le français a été le meilleur, et on a gagné. C'est un groupe industriel français qui va miser ici sur des filières de souveraineté, la défense, le nucléaire, sur une usine comme la nôtre. 270 emplois qui sont sauvés pour le moment, et c'est tant mieux. Mais je pense qu'on peut applaudir ça. 270 emplois, mesdames et messieurs. Ce sont des familles, et c'est une vraie réussite. On a un dossier sur lequel, je sais que c'est assez chaud, il s'agit d'Apitech. Là, on parle d'une 40aine d'emplois, monsieur le maire. Il reste aujourd'hui sur Apitech, merci de me poser la question là-dessus, évidemment. C'est un groupe qu'on était tellement heureux d'avoir réussi à faire venir. Typique, eux, on les avait aidés à trouver un lieu, à ce que le vendeur du lieu leur vende à eux, et pas peut-être à d'autres, parce qu'il fallait que ce soit eux à l'époque. On s'était engagé auprès d'eux. On a réussi ça, et ils ont créé jusqu'à 80 emplois. Ça a été une vraie victoire. Et puis, ils ont fait partie d'un groupe qui est passé à 740 salariés. Le groupe a explosé en dimensionnement. Un chiffre d'affaires considérable. 250 millions d'euros investis. Mais petit à petit, ils ont été en fait trop vite, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, en croissance. Et donc aujourd'hui, le groupe Mentor, qui est un groupe nancéen, qui est propriétaire de Apitech, veut vendre tout le groupe Apitech. En fait, ils veulent le céder. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a à nouveau un risque énorme que personne ne rachète ou qu'un mauvais rachète, en quelque sorte. Donc là, il y a très peu de délais qui nous ont été donnés. On a appris la nouvelle il y a quelques semaines. Et c'est à la fin de la semaine, je crois, parce que on est le 6, c'est le 10 juillet, que ça va passer devant le tribunal de commerce. Nous verrons si à la barre, il y a un racheteur. Moi, j'ai rencontré tous les salariés. Je suis en contact par téléphone avec les membres du CSE qui sont de Saint-Dizier. Nous, on pèse que 40 sur 740 salariés. Donc, ce n'est pas la même situation que les aciéries Hachette et Driou, fonderies maintenant Hachette et Driou. Mais enfin, on fait en sorte que les salariés eux-mêmes y soient aidés et que peut-être le directeur général puisse faire quelque chose. Je le dis aussi, si jamais il doit y avoir cession, et que c'est la fin de l'aventure pour Apitech à Saint-Dizier, eh bien, on le fera comme on l'a fait à chaque fois qu'il y avait des plans sociaux comme ça, c'est-à-dire on se mobilise avec l'ensemble des acteurs de l'industrie pour que les gens qui travaillent bien dans cette usine, et les 40 travaillent bien, ils ont été très bien formés, puissent être pris par les autres. Voilà, parce qu'en fait, on a des métiers en tension quand même. C'est bien. Donc on note que vous êtes au plus près de ce dossier. Puis on parle de réussite. Il y en a d'autres des réussites. On les a pour certaines reprises. On pense notamment à Championne et d'autres industries qui vont bien. Championne, c'est un peu plus loin. Je ne sais pas s'il y en a qui sont de la vallée de la Marne ici, mais c'est à Chevillon, en entrant par Rachecourt. Il y a une usine qui a ouvert, qui produit des champignons. Ils ont créé plus de 100 emplois
en à peine plus d'une année. Plus de 100 emplois. Ça s'est pas vu, c'est que des emplois locaux, presque que des emplois féminins d'ailleurs. J'ai visité l'usine, parce qu'il faut enlever les champignons. Et le directeur me disait, vous les hommes, la direction, vous les hommes, vous arrachez les champignons, vous les abîmez. Donc ils préfèrent les dames. Voilà. Et c'est pareil, j'ai rencontré à nouveau le propriétaire du groupe Championne. C'est une très belle boîte. C'est une très belle boîte. Et ils ont des projets, donc on essaie d'être à leur côté pour aller chercher des financements qui les soutiennent, qui les aident. Voilà, on était sur ce deuxième volet, mobilisation. On va enchaîner, Monsieur le maire, si vous le voulez bien, avec... on va prendre une seule, mais alors très rapide, hein, s'il vous plaît. Voilà, Pierre, parce qu'on est vraiment tenu par le temps, on n'en fera qu'une. Hein. Je ne veux pas me montrer désagréable. Voilà. Quel est votre prénom, chère madame? Je m'appelle Edith. Bonsoir, monsieur le maire. On vous maire. écoute, Edith. Bonsoir. Vous parliez d'Hachette et Driou. Vous avez refusé plusieurs groupes qui avaient des capitaux étrangers. Or, le groupe qui a repris, le groupe ACI, a, pour son actionnaire majoritaire, c'est un fonds de pension américain. Je suis au courant, oui. Ça, vous n'êtes pas... Et en plus, cette usine, elle est sur 2 ans à l'essai. Si ça ne marche pas, ils peuvent repartir. Hein. Mais je tenais à signaler que ce ne sont pas des capitaux français pour la majorité. Voilà. Merci. Donc, j'ai pas refusé, moi, d'étrangers. Je suis pas en capacité de faire ça. J'ai pas refusé les Allemands. S'il y avait que les Allemands, ça aurait été mieux que rien. Et il vaut mieux une usine rachetée qu'une usine pas du tout rachetée et qui ferme tout de suite. Là, en l'occurrence, c'est un groupe qui est français, qui effectivement a levé des fonds, qui maintenant a décidé d'entrer sur Euronext, donc de se capitaliser en bourse, avec effectivement des fonds étrangers qui sont membres de l'actionnariat. Voilà. C'est le jeu souvent d'énormément d'entreprises, mais on a une personne française qui est directrice générale, qui a fondé ça, et un groupe qui est aujourd'hui implanté partout en France sur des très beaux sites, notamment dans les secteurs de la défense et du nucléaire. Voilà, merci monsieur le maire. Donc nous allons tout de suite enchaîner avec ce troisième volet, mesdames et messieurs. On parle de Saint-Dizier, ville à taille humaine. Merci Pierre. Voilà. Et on va tout de suite parler, vous l'avez évoqué tout à l'heure monsieur le maire, de cette Saint-Dizier, ville pilote design actif. Là c'est un véritable héritage des JO 2024. Et là aussi c'est encore une fierté bien évidemment pour Saint-Dizier. C'est une fierté et surtout c'est un combat, c'est-à-dire que c'est une conviction, quoi. Le sport, c'est pas un gadget. Je l'ai souvent dit et je le redis. La génération qui vient, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, est en moins bonne santé que la nôtre. Les nôtres. Génération. Non, mais je dis pas ça pour vous, Bruno. Je ne le prenais pas pour moi, monsieur le maire. Et ils ont 20% de capacité cardiaque en moins que nous. Ils savent pas faire 6 fois cloche-pied comme ça. Dans certaines de nos écoles, la moitié des élèves ne savent faire ni du roller, ni du skateboard, ni de la trottinette, ni du vélo. La moitié. Et donc ça pose c'est une bombe à retardement sanitaire. Deuxième chose qui est grave, c'est que l'absence de sport isole. Et vous ne sortez plus de chez vous en fait. Donc faire du sport, c'est une question de santé publique. En plus d'être voilà, c'est de l'attractivité. Nous, on a des gens qui décident de ne pas s'installer à Saint-Dizier, ils nous l'ont dit, parce qu'il n'y a pas de tel sport qui peut être pratiqué. Je ne sais pas quel sport ils n'ont pas pu pratiquer, Mokhtar, mais parce que tous existent à Saint-Dizier, franchement. Donc nous, on investit très fort. On investit très fort. Il y a eu le Punt Track, vous l'avez vu. On met 1 million d'euros chaque année dans l'ensemble de nos équipements sportifs pour les moderniser. On n'a pas mis ici, c'est un oubli énorme, la halle d'athlétisme qui a été construite à côté du stade Jacquin avec un super terrain synthétique. Et puis on a bien sûr le complexe sportif dont vous voyez une image de synthèse au-dessus de la presqu'île, là, qui va venir à la place de l'ancien Décathlon, qu'on va rénover. On va le percer au milieu, cet ancien Décathlon, pour créer comme un patio. Et il y a 4 associations sportives qui vont venir et plus de 4000 m² d'espace dédié au sport en accès libre qui vont pouvoir être ouverts en fait au Bragard. On pourra pratiquer plein de sports de raquettes notamment, de foot. Puis on va voir s'il y a d'autres sports un peu innovants qui pourront venir ici, qui plaisent à fond aux jeunes. Voilà. Mais c'est beaucoup de sous et c'est un choix qu'on fait. Il faut investir sur le sport Bragard. C'est un investissement qui appelle l'investissement également des jeunes à se tourner vers le sport. Les installations, on l'a vu, sont de valeur. Le sport Bragard va comment d'ailleurs, monsieur le maire? Franchement, il se porte bien. On a des associations qui ont été récompensées au niveau national par un label qui s'appelle Ville Active et Sportive. Et le plus haut label qu'on puisse avoir, c'est 4 lauriers. C'est des trucs. Et c'est les autres élus et directeurs des sports de France qui nomment leurs pairs.
Donc nous, là-dedans, on est sélectionnés et on a eu jusqu'à 4 lauriers, ce qui est unique pour la taille de notre ville. Enfin, c'est rarissime, hein, Monsieur Calal, d'avoir ça, parce qu'on a bien sûr des très bons équipements et surtout un super vivier sportif. Il faut venir en fin d'année quand on fait les trophées des sports. Là, on se rend compte que waouh, il y a du niveau, il y a du très haut niveau sportif, des niveaux qui montent au national et au mondial parfois ou aux Jeux Olympiques. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent poser une question? Sport et vie associative, on peut parler des deux en même temps parce que les deux sont très liés. Oui, l'associatif, sport. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Non? Ah, une question là-haut. Ah, alors je suis très Sandrine. content. J'aimerais qu'on applaudisse cette dame puisque c'est la première question qui vient de l'étage. C'est bon, on va l'applaudir bien fort. Voilà. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Alors, c'est pas une question, Ah, c'est une interpellation. Aujourd'hui, on a une magnifique piscine qui a été rachetée, me semble-t-il, récemment. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des tarifs qui sont devenus démesurés et qui ne sont plus pris en charge par les personnes qui ont la chance d'avoir un CE d'entreprise. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à regarder à ce niveau-là, parce que la piscine est quand même... on l'a rénovée récemment, on a des beaux bassins, mais le prix devient de plus en plus compliqué pour beaucoup de monde. Merci. C'est pas démesuré, parce que quand on se compare, honnêtement, on n'est pas plus cher qu'ailleurs. Après, que les comités d'entreprise ne fassent plus de partenariat avec le centre aquatique, ça, il faut que les comités d'entreprise le fassent. Parce que... attendez, on va vous donner un micro, madame, s'il vous plaît. Madame dit que c'est la piscine qui ne veut plus faire de partenariat avec les comités d'entreprise. Qu'on entende Monsieur bien. Calal qui suit la piscine... A priori, oui. Oui, je pense que c'est ça. En fait, Attendez, on monsieur vient l'adjoint, Pierre, je préfère qu'on ait le micro, que ça se passe bien dans l'enregistrement pour tout le monde. C'est préférable. Que rien n'échappe à ceux qui nous suivent. Donc, Mokhtar Kalala, Monsieur le maire, adjoint au mesdames, sport. messieurs, c'est surtout pour répondre à madame, pour lui dire qu'on est dans une période de transition avec le nouveau délégataire Equalia depuis le 1er mai. Hein. C'est récent, ça fait à peine tout juste 2 mois, on va dire, de rodage. Et cette question a été posée déjà et on est en train de travailler dessus parce que l'idée, c'est de reprendre quasiment l'existant. Aujourd'hui, c'est une continuité dans le partenariat avec ce nouveau délégataire. Et au niveau tarif, on est... pas plus cher qu'ailleurs, on est comme ailleurs, voire même des fois plus compétitif, parce que l'offre d'Equalia, je tiens à le dire, elle est plus étoffée et plutôt avantageuse pour l'équipe des salariés du centre aquatique. L'offre nouvelle, comme le bassin extérieur qui est comme ouvert, ça je tiens à le dire, dans d'autres piscines, on n'a pas la partie extérieure pour le même tarif. Oui. Merci, M. Calal. L'effort que fait M. Calal énormément dans les négociations, et que je mène avec lui aussi de temps à autre, c'est que le prix de base, lui, n'évolue pas aussi fort que l'inflation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communauté d'agglomération, parce que c'est elle qui est propriétaire du centre aquatique, assume le coût de l'inflation. Donc on le paye, c'est des dizaines de milliers d'euros qu'on sort de notre budget pour le donner au délégataire, en échange de quoi il n'augmente pas son tarif. Mais quand même des moments, il faut qu'il l'augmente un peu, parce que la piscine, sinon, elle devient trop chère pour la collectivité, et donc, au bout d'un moment, tu ne peux plus la garder, cette piscine. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a des augmentations qui sont plus fortes, qui sont observées, c'est sûr, sur tout le sport, bien-être, loisir. Parce que là, c'est vrai, on vient acheter une prestation, un loisir spécifique. Voilà. Est-ce que, madame, vous souhaitiez rajouter quelque chose? Non, c'est bon? Parfait. Eh bien, on va pouvoir enchaîner. Toujours, alors, on parle de ville à taille humaine, et moi, j'ai envie de parler de taille des enfants, puisque on parle d'une ville à hauteur d'enfant. Alors, en quoi ça consiste? Ça signifie quoi, précisément? On essaye à cause de ce que j'évoquais tout à l'heure, la génération qui vient, là, on veut beaucoup investir sur l'enfance. D'abord parce que c'est bon d'investir sur l'avenir, nos enfants c'est quand même eux notre avenir, mais aussi parce qu'on le sait bien, une ville, elle va réussir à attirer des familles ou à garder des familles que si leurs enfants se sentent bien dans la ville. Et ça c'est essentiel. Quand vous regardez les études sur les critères qui font qu'on vient s'installer dans une ville ou pas, ou qu'on décide de revenir vivre dans la ville, c'est ça notre cible d'ailleurs, hein, c'est les jeunes qui ont grandi ici, qui partent pour étudier, apprendre un métier, il y a un moment, ils se disent est-ce que je reviens ? Et c'est là où ils se posent des questions. Et c'est là où il faut qu'ils voient que pour leurs enfants, pour eux-mêmes, il y aura tout ce qu'il faut. Et dire une ville à hauteur d'enfant, c'est si la ville est bonne pour un enfant, elle est forcément bonne pour tout le monde. Voilà. Mais on part de loin, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'espace public, notamment qu'on doit transformer, rénover. On pourra y venir peut-être tout à l'heure. Et ça veut dire qu'on doit transformer nos écoles, nos cours d'école, et aussi partager le civisme. Parce qu'il faut que nos enfants, petit à petit, deviennent des citoyens.
l'essentiel des problèmes qu'on rencontre, en termes de délinquance, d'incivilité, c'est parce que les grands piliers de notre société se sont effondrés ou sont trop fragiles. La famille, c'est le premier pilier, donc on doit la soutenir. Quand vous avez ce pilier-là qui est manquant, il faut qu'il y en ait un deuxième, c'est l'école, il faut la soutenir. Et le troisième pilier, on en a déjà parlé, c'est l'association, le monde associatif. Le civisme, c'est quoi? C'est opposer au chacun pour soi le don de soi. C'est tout. Donc il faut que nos enfants, dès le CM2, dès le plus jeune âge encore, mais nous on intervient en CM2, découvrent qu'il y a une forme de bonheur qui vient quand je fais attention à l'autre. Et ça, c'est pas magique, ça s'apprend par les gestes, par les actes, pas par les paroles. C'est pas en bourrant le mou d'un enfant sur le fait qu'il faut qu'il fasse attention aux autres qu'il fera attention aux autres. Non, c'est en lui apprenant ça. Le passeport du civisme, ça en fait partie. Et je voulais vous montrer ce petit film, parce que vous ne l'aurez pas dans le livret, le film. Et donc, je ne sais pas si on l'a là aussi, il est accessible. Si vous pouvez le passer, ça montre ce que nous faisons avec les enfants, chaque année avec tous les CM2. Et à la rentrée, c'est 1500 enfants qui, au total, auront profité jusqu'à présent de ce passeport. Le conseil municipal, pour moi, c'est une réunion pour parler de la ville ou des citoyens. J'ai senti une immense fierté parce que mon arrière-grand-père est décédé pendant la Seconde Guerre mondiale. Qui respectent pas la ville, qui jettent des papiers, qui taguent, et donc moi je trouve que c'est pas bien. L'édition 2024-2025 avec vous les enfants est une édition exceptionnelle. Je vous ai vu partout. Vous avez fait énormément d'actions, vous les avez fait collectivement et avec votre famille et pour cela, je vous dis merci. C'est que tu comprends d'où tu viens, ta ville, ta région, ton pays, et ça génère un amour de ta ville, ta région, ton pays, ça change tout, et toutes les générations d'enfants désormais à Saint-Dizier, il y a comme un filtre, ils passent par là, et ils s'améliorent. C'est dingue. Mais moi je pense que le passeport du civisme, on peut l'applaudir quand même, ouais. Parce que l'initiative est belle. Et un chiffre. Ils sont 300 CM2, ils ont fait 4400 actions de civisme cette année. L'année dernière, ils en avaient fait 3400. Ils font 1000 de plus parce que, en fonction du nombre de tampons, ils reçoivent une médaille de bronze, d'argent ou d'or, voire un prix spécial. Donc, ils sont hyper motivés et ils se bougent toute l'année dans la ville avec leurs parents, parce que les parents doivent être embarqués. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent réagir par rapport à cette partie éducation, civisme. Alors, monsieur au fond, Pierre, s'il vous plaît. Et une dame à l'étage, après. Et une dame à l'étage. Attention que ça ne devienne pas une habitude à l'étage, hein, de temps en temps. On vous écoute, monsieur. Quel est votre prénom? Étienne. Ça n'a pas changé. Oui, s'agissant du passeport du civisme, je souhaitais savoir si vous souhaitiez éventuellement aller plus loin dans la démarche et créer, comme ça peut se faire à d'autres endroits, un conseil municipal jeune. C'est notre rêve. Et c'était même ça notre projet au début de mandat. C'était on va créer un conseil municipal des jeunes
Et puis est venue cette idée du passeport du civisme qu'on a tout de suite lancée en se disant ça va préparer quelque chose. Objectivement, aujourd'hui, créer le conseil municipal des jeunes, là maintenant, on n'en est pas encore capable, parce que c'est beaucoup de travail. Et le passeport du civisme, c'est un travail considérable. Pierre, qui tient le micro, tient aussi le stylo souvent pour le passeport du civisme. Il y a beaucoup d'associations ici qui sont engagées dedans. Virginia Claus, qui est l'élu en charge de ça, s'en occupe beaucoup aussi, se mobilise. Leïla Abba, qui est là aussi, se mobilise, avec les conseillers départementaux des jeunes aussi. Mais créer le conseil municipal, on pense qu'on va y arriver petit à petit. Là, hein. Il faut qu'on recrute un peu des gens dédiés à ça. C'est pas si compliqué à faire, mais vu le vivier qu'on a là, les premiers CM2, ils arrivent en 6e, 5e, 4e. Ils arrivent en 4e, 3e, là. Et donc, ça va commencer à devenir intéressant de le travailler avec eux. Et ça nous est demandé, donc on y arrivera. Mais c'est une question de rythme pour l'instant. Et on a quand même les conseillers départementaux, où pour la première fois d'ailleurs, ce sont des bragards. C'est une bragarde qui a été présidente du conseil départemental des jeunes, parce que Leïla Abba s'est mobilisée en allant dans les collèges. Il n'y avait pas de conseillers départementaux issus de Saint-Dizier, en fait, pendant des années. Et donc on a dit, c'est pas possible. Et donc il y a cette mobilisation qui a été réussie. Ils viennent au conseil municipal. Voilà, c'est une autre manière de les engager. On fait voilà, toutes les actions possibles, mais conseil municipal, ça viendra. Question suivante, s'il vous plaît, madame. Votre Bonsoir, Morgane. Oui, moi, allez-y. j'aimerais savoir si dans les écoles primaires, vous pourriez envisager de mettre ce qu'on appelle des tables avec, par exemple, un pédalier en dessous, des chaises gonflables. Des choses comme ça. Dans la classe, hein? Dans les Oui. classes. Peut-être un par classe ou un, je ne sais pas. Ça pourrait permettre à des enfants qui ont des troubles du comportement, des TDAH, tout ce que vous voulez. Ça leur permettrait, eux, de se concentrer sur autre chose. Et ça éviterait peut-être qu'on les isole de la classe. Oui, tout à fait. C'est du mobilier un peu spécialisé. Il y en a que nous mettons déjà aujourd'hui. Alors, je ne sais pas qui de la ville ou de l'éducation nationale finance ça, ou bien des associations, des établissements chargés d'enfants qui peuvent être avec un besoin de suivi particulier. Mais par exemple, vous avez des élastiques, des gros élastiques qui sont mis au pied des tables pour pouvoir bouger les pieds, c'est-à-dire avoir une possibilité d'être un peu mobile. Il y a des tables aussi qui existent sur roulettes. Je ne suis pas sûr qu'on en ait, ça, des tables à roulettes. Virginia Claus, qui est chargée de ça. Oui, on en a ? Tu dis ? Quelques-unes, pour que l'enfant, en fait, il puisse bouger, parce qu'il y a besoin de ça. Voilà. Donc ça, on le fait, mais on n'a pas institutionnalisé la chose, disons, on le fait en fonction des besoins et de ce qui peut éventuellement remonter. Est-ce que vous voulez réagir à ça ? Oui. Parce que pour avoir eu le cas, hein, personnellement, les ergothérapeutes nous recommandent ce matériel. Sauf que c'est à la charge des parents. Ah oui. C'est les parents aujourd'hui qui payent ce mobilier-là ? Est-ce qu'on peut donner Moi, il y avait un dossier MDPH de fait et tout, mais ça a été à ma charge et il y a des choses que je n'ai pas pu acheter. D'accord. C'est Virginia Claus qui est donc adjointe à la scolarité, entre autres. Oui, qui va Solidarité et autres, qui peut réagir aussi. Oui, effectivement, c'est sur préconisation de la MDPH. À la suite de quoi, il y a une commission qui doit se réunir, qui réunit l'éducation nationale, la MDPH et la ville de Saint-Dizier, et puis la répartition de la prise en charge peut se faire à cette occasion-là. Mais bien souvent, la ville contribue à l'achat de matériel spécifique pour certains enfants, ou qui restent dans la classe, ou qui suivent les enfants dans toute leur scolarité. Donc il ne faut pas hésiter peut-être à solliciter... Mais il faut passer par le dossier MDPH par contre. Mais bon, oui. Il y a des représentants du Bois-l'Abbesse qui sont ici aussi présents. On sait qu'il y a des enfants atteints de handicap qui ont besoin d'être accompagnés. Et donc nous sommes une des villes, il faut le savoir, et c'est le Bois-l'Abbesse qui me le disait parce qu'ils ont une visibilité sur ce qui se passe en région Grand Est complètement, qui nous dit que Saint-Dizier est la ville où il y a le plus de dispositifs d'accueil dans les écoles d'enfants qui ont besoin de dispositifs particuliers. Et ça, nous, on en est très fiers. Voilà, il y a certaines écoles dans Saint-Dizier qui sont vraiment très équipées et qui accueillent magnifiquement certains élèves. Ça, on en est content. C'est un effort un peu constant qu'il faut qu'on fournisse. Et vous voyez, par exemple, on a identifié récemment qu'à partir de 12 ans, 13 ans, là, il y a un manque.
l'enfant en fait ne peut plus rester normalement en primaire, mais il n'est pas encore apte à arriver dans un établissement pour l'accueillir. Parce que je crois que c'est plutôt autour de 16 ans que l'accueil peut se faire. Et donc il y a cette espèce de trou, je dis peut-être pas les choses parfaitement bien, mais où on ne sait pas trop quoi faire. Et bien là, on a voulu mettre en place des dispositifs dits d'autorégulation qui doivent permettre d'accueillir dans certains collèges tous les enfants qui en ont le besoin pour que, alors même qu'ils étaient accueillis à l'école chaque jour, ils ne retournent pas soudain à la maison avec une famille qui n'est pas en capacité en fait de gérer l'enfant toute la journée. C'est les enfants aussi parfois qui peuvent être très sollicitants. C'est peu de le dire. Donc on cherche comme ça des solutions en travaillant avec les différents partenaires qu'on a sur la ville. Mais ce serait... moi j'aimerais bien un jour qu'on arrive à faire une espèce de plan inclusif dans les écoles. Je le dis parce qu'on en a parlé dans le directeur général qui est là avec du Bois-l'Abbesse. On se dit qu'il y a quelque chose à faire pour coordonner un peu tous les acteurs. C'est ARS, Éducation nationale, Conseil départemental, Ville de Saint-Dizier, pour se bouger un peu plus fortement encore sur ces actions sur lesquelles on n'est pas trop mauvais, même s'il y a clairement plein d'efforts encore à faire. On en a conscience. Voilà, merci Monsieur le maire pour cette explication. On rappellera petite info comme ça entre deux, mais je suis un peu prix de la cantine a changé alors que les matières premières coûtent plus cher en termes de. Donc oui, ça, on a contenu le prix des cantines scolaires alors qu'il y avait une inflation explosante, enfin qui a explosé clairement. Donc on a décidé de pas. Voilà. Et c'est une alimentation qui est locale. Elle est produite à l'Adams, donc par l'Adams dans une cuisine centrale qui est donc à Puelmontier. Alors, on va enchaîner, Monsieur le maire, avec le prochaine slide ici. Et on reste donc dans le domaine Saint-Dizier, ville à taille humaine. On va parler de désert médical. On sait que c'est un fléau, là aussi, national. Où on est, Saint-Dizier, sur ce sujet? Alors, donc, en France, on est, je crois, à 87% ou 82%, je ne sais plus, de déserts médicaux. Donc, en gros, la France est un désert médical. Catastrophique. Pourquoi? Parce qu'il y a 40 ans, ils n'ont pas anticipé avec le numerus clausus. Donc vous avez eu une chute du nombre de médecins qui fait qu'aujourd'hui, on n'en a pas assez. Mais il y a un deuxième effet, qui est que les nouveaux médecins, aujourd'hui, honnêtement, il en faut à peu près 2 ou 3 pour remplacer un médecin habituel. Parce que les médecins d'avant, c'était des médecins de famille qui acceptaient, c'était comme ça, de travailler très tôt le matin jusqu'à tard le soir, à peine de pause déjeuner, seul dans un cabinet médical, etc. C'est pas une caricature, mais quand même, c'était ça. Et aujourd'hui, un jeune médecin, et comme vous et moi, il a envie d'avoir du temps aussi pour lui, d'avoir des horaires normaux et de ne pas travailler tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que ces jeunes médecins, ils trouvent ici les conditions d'accueil pour ouvrir à Saint-Dizier. Et les jeunes médecins, ils étudiaient à Reims, ils étudient à Nancy, parfois encore plus loin. Et notre idée, c'est comment on fait en sorte que des Rémois, des Nancéens puissent venir donner du temps médical ici, voire s'installer ici. Et ça commence souvent comme ça. Ils trouvent une maison médicale qui leur convient, ils font des remplacements, et puis un jour, peut-être, s'ils sont bien convaincus et qu'il y a de l'ambiance dans cette maison médicale et qu'ils trouvent des professionnels qui les aident aussi pour bien travailler, eh bien, ils vissent leur plaque. On a 2 maisons médicales. Il n'y en avait qu'une, c'était la maison Paul Cézanne, MSP Paul Cézanne, qui se trouve au Verbois. On a réussi, avec des médecins qui sont peut-être ici d'ailleurs, mais à ouvrir une 2e maison médicale en centre-ville, donc dans l'ancien hôpital. Il y a plus de 600 mètres carrés qui ont été aménagés pour que des médecins s'installent ici. Mais ce ne sont pas encore aujourd'hui des nouveaux médecins. Ce sont des médecins qui travaillaient dans d'anciens locaux, mais qui savaient que dans ces anciens locaux, ils ne trouveraient pas de successeur. Parce qu'un jeune médecin, il a envie d'être dans une vraie maison médicale. Donc ils ont décidé, alors même qu'ils pourraient être déjà partis en retraite, de se mobiliser avec nous pour ouvrir une nouvelle maison de santé dans laquelle ils arriveront peut-être, et on va tout donner pour ça, à attirer des jeunes qui font d'abord des remplacements, puis qui après vissent leur plaque et s'installent ici. C'est une énergie de dingue, parce qu'il faut être à leur côté, au quotidien. Voilà. J'ai souvent dit, mais par exemple, avec Madame Blanc, on a en début de mandat, dans notre bureau, dans mon bureau, on a eu je crois 6 ou 7 dentistes, jeunes dentistes qui venaient de Saint-Dizier, mais qui travaillaient ailleurs, mais ils avaient grandi là. Et en fait, on essayait de comprendre avec eux pour quelles raisons, à quelles conditions ils arriveraient à revenir. Bon, c'est pas encore gagné, il y en a quand même qui se sont installés, voilà, 2 jeunes notamment. Et puis il faut se bagarrer aussi avec parfois l'ARS. On a par exemple une jeune dentiste qui s'est vue financer ses études, en échange de quoi il fallait qu'elle pratique dans une zone dite sous-dotée en dentaire. Et l'ARS considérait que Saint-Dizier n'était pas sous-doté. Là, j'ai dit, on va casser des dents, et, si je puis me permettre. Et donc, il a fallu batailler pour qu'administrativement, elle ait le droit d'exercer ici. C'est chose faite, et c'est une vraie victoire. Mais ce n'est pas une victoire qui fait du bruit.
Voilà, donc on se bagarre pour ça. Maison médicale, cabinet de télémédecine. Aujourd'hui, la maison de santé du Verbois est en train d'être étendue. Il y a des nouveaux locaux qui sont en train de s'ouvrir pour que les professionnels qui sont en remplacement puissent effectivement s'installer. Bref, c'est un défi. On a amélioré l'accueil des jeunes aussi. Donc on les reçoit en salle du conseil municipal, on leur offre des petites choses, on leur fait faire le tour de la ville. Bref, on a envie qu'ils se sentent bien. Tant pour ceux qui viennent faire leur stage à l'hôpital qu'en ville à Saint-Dizier. La santé est essentielle, bien sûr, tout le monde est concerné. D'ailleurs, la première chose qu'on se dit en début d'année, monsieur le maire, c'est bonne année. Et surtout la santé. Bonne santé. Et je vous souhaite une excellente santé, monsieur le maire, parce que j'ai omis de le faire en ce début d'année. Nul n'est négligé, on est bien d'accord. Tous les concitoyens, ils sont tous concernés aujourd'hui. Chaque citoyen compte et est concerné par l'intérêt de la ville. Oui, et c'est l'objet de la page qui suit. Mais on pourrait aborder les deux ensemble, à la fois la santé et cette question de solidarité. Oui. On veut que les gens ne vivent pas seuls. La pire des pauvretés, c'est la solitude. Tous les chiffres le montrent. Ça génère des dépressions, ça génère de la tristesse. Voilà, il faut lutter contre ça. Et donc, on multiplie les événements, on multiplie aussi les actions. Et il y a des représentants d'ailleurs du Café des Habitants qui sont ici, qui travaillent bénévolement au centre socioculturel, c'est un exemple que je donne, pour qu'il puisse y avoir des actions où on va vers les personnes seules, les personnes qui pensent qu'en fait elles sont plus utiles à quiconque. Et vous allez vers elles, ces personnes-là. Vous allez parfois en pied d'immeuble. Le jeudi, vous avez le Café des Habitants. J'ai eu l'occasion de venir en boire quelques-uns avec vous. Pas assez, je sais. Vous avez eu l'occasion de venir en boire aussi chez nous. Vous étiez moins que 10 au démarrage. Vous êtes aujourd'hui parfois jusqu'à 80. Et ça, c'est exceptionnel. C'est le fait une action sociale qu'on mène dans nos différents équipements aujourd'hui. Donc, soit le centre socioculturel, comme c'est votre cas, l'ancienne MJC donc au Verbois, soit avec le centre communal d'action sociale, qui mène, par exemple, vous voyez, en hiver maintenant, tout le mois de décembre, vous avez les jeudis des seniors. C'est tous les jeudis, ici même, des concerts, des spectacles, souvent donnés par Christopher Muel, parce que c'est le meilleur d'après cet âge-là, n'est-ce pas, et qu'il a son public. On a créé la galette Bragarde, par exemple. On sort de chez soi à la fin du mois, c'est une tradition nouvelle qu'on met. Et les traditions permettent de se voir. Et cette galette Bragarde, c'est des milliers de personnes qui viennent consommer des milliers de parts, 800 parts qui sont consommées en 5 minutes. Ça part vite. Voilà. Tout le monde est relié. Tout le monde est lié, c'est important. Exactement. C'est important. On va passer les questions, monsieur le maire. Moi, vous souhaitiez rajouter quelque chose? On va passer les questions parce que le maître du choses, temps fait toc-toc. Il faut qu'on accélère un petit peu. Là, il n'y a pas de questions sur la santé, vous êtes sûr? On peut prendre une question. En général, il y en a, mais... Si elle est intéressante. Donc, si vous avez une question intéressante, on la prend. Ça met la pression. Non, toutes les questions sont... Et du coup, tout le monde se dit, on va attendre. Ça va? On va enchaîner avec le dernier volet, monsieur le maire. Saint-Dizier, ville responsable. Alors, vous l'avez évoqué un petit peu plus tôt dans vos différents commentaires. On parle effectivement d'un dossier sensible, un domaine très sensible qui est l'insécurité. Aujourd'hui, comment se positionne la ville de Saint-Dizier? Quelles sont les actions pour lutter contre cette insécurité qui devient un fléau vraiment de plus en plus récurrent? C'est un fléau récurrent et c'est la préoccupation numéro 1 des Français quand on les interroge. C'est la mienne, c'est la vôtre. On ne veut pas vivre dans une ville où on n'est pas en sécurité. Donc là-dessus, nous, on déploie un maximum de moyens. Ce n'est pas magique. L'insécurité, c'est une question de moyens et de coordination. C'est les deux sujets. Les moyens, ils sont techniques et humains. Et la coordination, elle est vis-à-vis de l'ensemble des acteurs de la chaîne de la sécurité jusqu'à la justice. Vous voyez, de la prévention de la délinquance, donc vis-à-vis des mineurs, à la justice. Sur les moyens, on n'en a pas forcément conscience parce qu'on n'y prête pas attention comme ça, c'est pour ça qu'il faut qu'on se le dise. Nous avions une grosse trentaine de caméras sur la ville de Saint-Dizier en début de mandat. Aujourd'hui, ville plus communauté d'agglomération, nous avons 132 caméras qui ont été déployées. 132 caméras. On est à 83 sur Saint-Dizier, ou quelque chose comme ça. On est à 75, je crois, il y en a 77, et il y en a 5 qui doivent encore être, 78 et 5 qui doivent encore être posés, notamment sur la place du Petit-Bourg, sur l'aire de jeu Romain Roland, à l'est du quartier, sur la place de la République, et à d'autres endroits avenue Les As-Lorraine, déploiement de nouvelles caméras de vidéoprotection. Je me permets, est-ce qu'il y a un effet dissuasif avec ces caméras? Est-ce qu'on peut déjà le constater? L'effet est double. La caméra, ça sert à quoi? Ça sert
bien sûr à dissuader, parce que tu veux plus faire tes bêtises sous l'œil d'une caméra, mais surtout ça sert pour la question judiciaire. L'exemple du braquage de Orange, que j'ai déjà donné à plusieurs reprises, mais tellement d'autres exemples encore sont utiles pour ça. On a réussi à attraper les braqueurs du magasin Orange, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est il y a quelques mois, que parce qu'on avait de la caméra. Et donc, parfois on attrape quelqu'un. Régulièrement, on attrape les gens. Mais quand on prend la personne, la police a fait un bon travail, ils l'attrapent, ils le mettent devant le juge. Si le juge n'a pas assez de preuves, la personne, elle repart, mais libre. C'est insupportable. Ça arrive tout le temps. Tout le temps. Parce qu'on manque de témoignages, on manque d'images, on manque de preuves. Donc le gros du travail, c'est d'avoir des preuves. C'est pour ça qu'il y a de la vidéo qui est nécessaire. C'est pour ça aussi qu'il y a besoin de signalement. Et donc on a par exemple sur la question des rodéos déployé un plan dit anti-rodéo avec une adresse que je redonne, qu'on a mise en ligne, stoprodéo@mairie-saint-dizier.fr. Vous voyez un fait de rodéo, un cas de rodéo, vous prenez une photo, vous nous l'envoyez. Voilà. Il n'y a pas 100 façons de s'y prendre. Parce que ces gens-là, ils mettent leur vie en danger, mais à la limite ça, pardon, tant pis, mais ils mettent en danger la vie des autres et ils créent des nuisances qui sont insupportables. Insupportables. Et moi j'ai encore en tête, c'était en 2019 je crois, ou 2018, je venais d'arriver au sein de la collectivité, un enfant de 5 ans qui a été percuté par une moto qui faisait du rodéo sur un trottoir. Cet enfant, il est handicapé à vie. Et ben ça doit jamais nous laisser tranquilles. Donc ce plan anti-rodéo, on l'a porté, on continue à le faire. Et pareil, vous voyez les rodéos se faire devant vous. Rue Gambetta, boulevard Salvador Allende, boulevard Dunant, parfois sur des espaces que nous venons de restaurer. C'est insupportable. Ces gens-là, malheureusement, on n'a pas le droit encore aujourd'hui, pardon de le dire, de les courser et de faire comme les Britanniques, c'est-à-dire de les tamponner. Mais je suis désolé, il y a un moment, il faut faire les choses. Parce que si tu ne prends pas ce risque-là, si tu n'as pas ce risque, eh ben on fait comment? Tu ne dissuades pas. Voilà. Donc il y a besoin de ça. On n'a pas le droit de faire ça, donc la solution, c'est l'image, c'est suivre ces acteurs et les interpeller leur mobilette. Souvent, il n'y a pas de plaque d'immatriculation, souvent ils sont cagoulés, et donc c'est très très difficile. Mais on a détruit depuis le début de ce plan anti-rodéo qui a été lancé il y a 2 ans, plus de, je crois c'est près d'une dizaine de véhicules. Donc c'est des scooters, enfin pas des scooters, c'est des motos et mobylettes, des engins qui font bien du bruit. Ce que nous, donc détruit, hein. Et ça on l'a fait parce qu'on a fait une convention avec le procureur. Nous saisissons les véhicules et on les détruit sur décision du procureur de la République. Il n'y a pas le choix. Il y a moins de rodéos aujourd'hui qu'il n'y en avait avant, mais il y en a encore beaucoup trop. Et puis il y a la question du bruit, où nous avons équipé notre police municipale de détecteurs de bruit, mais on les a autorisés aussi à le faire à l'oreille. De toute façon, c'est bon, ça s'entend. Hein. Le mec qui passe avec son pot modifié, on l'entend. Donc eux, on les interpelle, ils sont convoqués, on prend leur carte grise, et ils ne récupèrent leur carte grise, donc la possibilité de conduire, que si ils reviennent avec la mobilette remise à niveau normalement avec le pot qui a été enlevé. On fait aussi de la pédagogie au sein des collèges et des lycées, parce que malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui font ça de manière pas intelligente. C'est moins grave qu'un rodéo, franchement. Mais c'est insupportable. Voilà. Donc ça, il faut que ça cesse. Et enfin, je le dis, en plus des caméras, on est passé de 9 à 12 policiers municipaux. Ça a l'air de rien, mais c'est important pour notre ville. C'est beaucoup. Et de 1 agent en centre de supervision urbain, donc c'est le mur de caméra là en bas, à 2. Et pareil, ça permet de faire de l'enquête pour le compte de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui nous font requête sur requête. J'étais encore cet après-midi au centre de supervision urbain pour voir comment le travail avance et comment aussi on peut améliorer ce travail par la nouvelle technologie, parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Donc une ville active, on l'a compris sur ce domaine. Également l'écoute, la consultation des habitants, ça c'est important, donc sur ces différents domaines, notamment aussi la sécurité. D'ailleurs, s'il y a des questions en ce sens, mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir par rapport à ce qui a été dit à l'instant? Madame, s'il vous plaît, à l'étage. Sandrine. Rebonsoir. Vous parliez de tamponner pour le rodéo urbain. On peut faire pour les vélos. On est une ville, on a la chance d'avoir des pistes cyclables partout, c'est génial. Mais là, c'est la rue Godard-Janson et le vélo, il est sur la route. Alors, on le tamponne, on le tamponne. Faut pas le tamponner, madame. Non. Là, moi, j'aimerais, mon rêve, c'est qu'on soit l'Amsterdam de la région Grand Est, vous voyez, un jour. Parce que quand vous allez voir ce qui se passe dans les pays nordiques, enfin, les gens vivent tous en vélo. C'est éblouissant. C'est vers ça qu'on doit aller. Mais c'est compliqué.
Et donc il y a de nouveaux usages qui fait que nous, on doit petit à petit changer de politique. Il y a des vélos électriques, il y a les vélos tout court, il y a les trottinettes électriques qui n'ont pas le droit d'aller sur les trottoirs, bien sûr. Les trottinettes tout court, moi j'en ai une. Et donc, elle a le droit, si elle n'a pas de moteur, d'aller sur le trottoir, je le dis quand même. Et évidemment que c'est des questions d'usage et de... Ben là, il y a de la politesse, il y a même du code de la route quoi, qui doit être respecté. Vous voyez là, par exemple, on voit la photo, elle n'est pas anodine. Il y a 2 jeunes en trottinette qui sont interpellés par des policiers. C'est de la sensibilisation. Qu'est-ce qu'ils font sur le trottoir? Franchement, il y a des accidents. Moi, j'ai vu une vidéo pile à cet endroit-là devant la civette. Franchement, la personne qui a été percutée, mais c'est gravissime, elle a fait un vol plané. Et c'est plus la personne percutée que la personne en trottinette qui a vécu ce problème-là. Donc, comme les usages changent, nous, on doit les accompagner. Il faut que les gens... Là, c'est une question de civisme encore. Voilà. Une autre question, on peut en prendre une dernière, si vous voulez bien. Et peut-être, parce que ça peut générer d'autres questions aussi, mais comme la question de l'écoute, là aussi, elle est importante, c'est comment faire pour que, quand on fait nos projets, on le partage et on le travaille en amont avec les gens. Là, l'avenue Gand d'Argenson, par exemple, cette piste cyclable que vous voyez, typique, nous, on avait prévu de mettre une piste de chaque côté, une dans un sens, une dans l'autre, comme la route, comme le sens de la route. Et puis en discutant avec les riverains, on a amendé ça, on l'a affiné, et on a décidé finalement de mettre une bille circulaire, enfin une bille truc, comment on dit, une bille. Non, puis cycliste, même trottoir. Même trottoir. Voilà, de ce côté-là. On ne pensait pas que c'était utile, ça l'est, et on a bien fait de le faire. On anticipe certaines choses. La place Romain Roland qu'on a refaite, par exemple, donc c'est une aire de jeu qui est assez importante avec de quoi pique-niquer, s'asseoir aussi, de l'herbe, vidéo, lampadaires et autres qui ont été mis là. On l'a fait avec 2 réunions publiques sur place. Pareil pour la place de la République. Pareil pour les grandes avenues, autres grandes avenues que nous faisons à Saint-Dizier. Ça, on y tient. Et il n'y a que comme ça que nous, on considère qu'on est intelligent. C'est aussi pour ça que tous les 2 mois, on fait des réunions comme celle-ci, alors peut-être un peu moins grosses, parce que le but, c'est pas de tout traverser, mais tous les 2 mois, je viens dans un quartier, jamais le même, pour qu'on discute de tout, pendant 2 heures, et aussi que je partage où on en est dans notre actualité. Et il y a de nombreux visages qui viennent régulièrement. Ça, c'est du partage de travail, de mandat, pour expliquer nos problèmes, dire aussi peut-être ce qui a fonctionné, ce qui fonctionne un peu moins, etc. Voilà. Oui, puis force de proposition, un champ d'action qui s'élargit, donc forcément intéressant. Est-ce que quelqu'un souhaitait compléter avec une question? Sur les questions de proximité, de travaux qui sont faits dans l'espace public, bien sûr. Très bien. Là, il y a une question. Ah, une question, pardon, je n'avais pas vu monsieur devant. Quel est votre prénom? Marcel. Marcel, bonsoir Marcel, on vous écoute. Je reviens sur le sujet de la place Romain Roland. Oui. Ça fait à peu près peu de temps qu'elle est finie, l'ère de jeu est finie. Un mois et demi, oui, un mois. Voilà. Oui. Il y a eu plusieurs dégradations qu'on a fait demander à ce que ce soit réparé. Et ces derniers temps, il se passe un double effet. C'est que maintenant, il y a des gens qui se permettent de faire des barbecues sur l'aire de jeu. Ça entraîne des bagarres. La police est obligée d'intervenir plusieurs fois, mais ça continue. Alors, merci. Il n'y a toujours pas la caméra, il n'y a toujours pas de lumière le soir parce que c'est dans le noir. Alors la journée ça va, mais le soir il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Et savoir quand est-ce que ça va être mis en place. Parce que là ça devient infernal. Alors on m'a dit au CSU tout à l'heure, au centre de supervision urbain, que cette caméra c'est la prochaine qui doit être installée. Ils n'ont pas su me dire de délai exact, mais en gros, pour les gens qui ne viennent pas de l'est du quartier du Verbois, tout est implanté, mais le mobilier urbain, souvent, il met un peu plus de temps à arriver. Je ne me demandais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, lampadaire, et en haut du lampadaire, ou des lampadaires, la vidéoprotection. Ce qui fait qu'on a effectivement un contexte pas suffisamment sécurisé, et ça génère les comportements que vous dites là, qui ne devraient juste pas exister de base. Les gens, ils devraient éviter d'être idiots, normalement, et éviter de faire ça. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc, nous, on doit faire passer la police. Alors, la nationale est venue, si vous les avez appelés. De mon point de vue, il faut qu'on passe tous plus. J'ai demandé à notre police municipale de passer aussi plus régulièrement. Mais voilà, barbecue et autres, c'est pas possible. À la limite, le barbecue, mais pas sur l'aire de jeu, quoi. Voilà. Et par contre, ils sont en train de rénover la route. Oui. Du rond-point jusqu'au boulevard, oui, entre vents. Oui. Et ils ont barré, pour descendre, c'est barré. Ils ont ouvert dans l'autre sens pour arriver au rond-point. Et maintenant, tout le monde prend le rond-point en contresens et il passe par le sens interdit. On l'a signalé à la police, ils doivent faire des rondes, mais il n'y a rien qui se fait. Et la sirène réagit, parce que ça arrive aussi. La sirène.
Alors, le boulevard Colonel Entrevent, donc c'est un énorme boulevard, c'est très très grand. Ça va du rond-point de la chaufferie biomasse jusqu'à l'église Sainte-Thérèse du Verbois. Donc c'est très très gros et on refait tout déjà jusqu'à l'école Lucie Aubrac. Il y a eu aussi d'ailleurs des réunions de concertation pour qu'on ne se trompe pas sur la manière de dessiner ce boulevard. Alors déjà, il y a eu pas mal de problèmes parce que vous le savez peut-être pas, mais on m'avait interpellé sur le fait que les travaux étaient très longs. C'est vrai, il y a eu un temps d'attente parce qu'il fallait attendre que la tour Alizé ou Bise, à chaque fois j'oublie, Alizé il me semble, merci, soit démolie définitivement. Il y a eu du retard, l'histoire de la grande grue qui a été prise pour enlever l'Alpha Jet qui était dans un étang. Vous savez, les Alpha Jets sont tombés. L'Alpha Jet finit dans un étang. On prend la seule grue de grande hauteur de la région qui était prévue pour démolir Alizé. Elle est enlevée, elle va enlever l'Alpha Jet. On perd du temps sur Alizé, on perd donc du temps sur Colonel Entrevent, et ça génère les problèmes que vous dites ici. Donc ça, c'est la vie. C'est compliqué, mais alors les idiots qui prennent la route en sens inverse, oui, il faut qu'on demande à la police de continuer, mais merci du signalement. Moi, j'en avais pas connaissance. Voilà. Merci. Leïla pour Abam. cette réponse. Alors, on est toujours, hein, j'arrête pas de répéter le timing, monsieur le maire. Mais oui, mais je comprends. Vous êtes là pour ça. Et vous êtes précis dans vos réponses, et c'est ce qui est attendu par l'Assemblée. Mais on est obligé d'enchaîner avec le dernier volet. Et, il s'agit, la dernière thématique, il s'agit de Saint-Dizier, ville responsable. Alors, quand on parle de ville responsable, c'est la suite, hein, comment la ville se positionnera sur notamment le plan écologique, qui est aujourd'hui incontournable? On a parlé des enfants, on a parlé d'une ville qui doit rester attractive. Si tu ne prépares pas maintenant, même déjà depuis avant-hier, les changements climatiques, notre ville, à horizon 2040 déjà, elle va devenir beaucoup plus difficile à vivre. C'est par exemple la raison pour laquelle on a décidé de ne pas construire là où il y a l'Ornel, au pied du rempart, dans le cœur Gambetta, derrière le marché. Ça, c'est typiquement, on aurait pu construire ici des choses assez sympas. On décide de ne pas le faire, d'ouvrir l'Ornel, ça va coûter très cher, mais c'est un vrai investissement, ça compte. Mais c'est pas suffisant. On veut créer des trames de biodiversité. Donc il y a 1000 exemples qui sont faits aussi à l'échelle de la ville et qui génèrent cette biodiversité-là. Donc je vous en donne quelques-uns. Il faut que nous plantions des arbres. Nous avons aujourd'hui 10 000 arbres qui sont sous notre gestion, suivis chacun par une fiche. 10 000 arbres urbains. On en avait beaucoup moins il y a 5 ans, puisqu'on en a planté 2500. Vous voyez très bien les endroits où ils sont plantés, Parc du Deauville, Boulevard du Nant. Dès qu'on crée un aménagement, le quai Lamartine, la place, le parvis de la gare, à chaque fois on plante autant qu'on le peut, parce que les arbres permettent ça. Et on a 4 libellules qui viennent en témoigner. Mais je vous parlais de corridors de biodiversité ou de créer de la biodiversité, c'est quoi? C'est faire en sorte que dans certains endroits de la ville, la biodiversité, je vais le dire avec mes mots, ils sont un peu simples, mais elle gagne. Elle soit en lieu favorable pour se développer. Et donc, typique, autour de l'Ornel, de la Marne et du Canal, vous avez des axes qui génèrent aujourd'hui une forme de biodiversité qu'il faut qu'on accompagne en accompagnant la nature elle-même et en créant des trames noires. Ça veut dire qu'on vient éteindre la lumière au maximum dans ces endroits-là. Et sur l'échelle de la ville aussi, vous avez vu, on est en train de modifier la totalité de nos points lumineux. Donc il y a 6000 lampadaires, enfin luminaires, qui sont en train d'être modifiés pour passer en LED, ce qui consomme beaucoup moins d'énergie évidemment, en plus d'être beaucoup moins cher, et qui sont programmés pour progressivement diminuer la nuit, passer entre 10 et 20% ou 30% selon le lieu où vous êtes d'intensité lumineuse et réaugmenter. On fait aussi attention, par exemple, à la lumière. Il ne faut pas qu'elle soit trop blanche, il ne faut pas qu'elle soit trop jaune, pour qu'elle soit en fait bonne pour les insectes, les oiseaux, etc. Voilà. Donc, biodiversité. Et après, vous avez la question des émissions de carbone. Je l'ai un peu évoqué. Mais tout ce qui consomme de l'énergie, à un moment, émet du carbone. Et ça, on doit l'éviter. Première chose à faire, c'est éviter l'émission de carbone. Donc quand on transforme tout notre parc de luminaires pour qu'il passe en LED, on évite une émission de carbone. De la même façon, quand on passe toute notre ville, un maximum de notre ville en chaufferie biomasse, c'est-à-dire avec le bois du coin qui est brûlé ici, eh bien, on évite la consommation de gaz ou d'une électricité qui ne serait pas naturelle. De gaz, pardon, qui ne soit pas naturel ici. On a donc un projet de deuxième chaufferie biomasse, puisqu'il y en a une qui se trouve à l'est de la ville, et elle alimente tout le quartier du Verbois, l'hôpital, la piscine, nos équipements publics, mais c'est devenu insuffisant. Et donc on a le projet qui est en cours là, de créer une deuxième chaufferie biomasse sur l'ouest de la ville,
pour alimenter tout le reste. Donc vous avez un certain nombre de grandes copropriétés, notamment rue de l'Arquebuse. Il y en a aussi au bout de la rue François 1er. Il y a l'école aussi, il y a des écoles, l'école de l'Assomption au bout de la rue François 1er aussi qui doit être reliée. Si vous êtes des grands ensembles, vous pouvez être reliés. Et là, l'énergie est un peu moins chère, mais surtout elle est stable. Parce que vous ne dépendez plus du cours du gaz ou du pétrole ou de que sais-je. Voilà. Donc ça change tout. Et c'est ce qu'on veut faire avec ces chaufferies. Et au passage, ça vient diminuer la facture. Et puis à nos amis les bêtes, je ne peux pas ne pas en parler, parce qu'on a beaucoup investi pour le refuge André Guérin, avec bien sûr des difficultés. On a dû parfois revoir certains de nos plans, etc., pour améliorer l'accueil de certains animaux. Et on fait en sorte qu'ils aient accès à la Marne, en plus de leur maître, mais on se rend compte que c'est surtout les chiens qui vont se baigner dans la Marne. Et on met des parcs à chiens. On en a un au parc du Jard et un deuxième qui doit être installé, place Romain Rolland, à l'est de la ville. Voilà, les animaux doivent se sentir bien. Merci, Monsieur le maire. On arrive quasiment au terme de cet échange. On parle de beaucoup d'actions, beaucoup d'investissements aussi. On parle, bien entendu, finances. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un point rapide, vraiment rapide, sur les finances de la ville? Donc, les finances de la ville, exact, on ne l'a pas mis là. Non, on ne l'a pas mis. Non, mais c'est pour ça que je là, suis curieux de savoir. Positif. Honnêtement, nous avons de bonnes finances à Saint-Dizier. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un défi chaque année pour tenir nos budgets. On a connu une inflation très forte qui fait que tout ce théâtre, dès qu'on l'ouvre, tout coûte plus cher, beaucoup plus cher. Et dans le même temps, on a décidé de ne pas augmenter nos impôts. Les impôts à Saint-Dizier n'ont pas été augmentés depuis 18 ans. Mais vous avez connu nous, moi, tout le monde, une hausse quand même, parce que les bases fixées par l'État, c'est-à-dire les bases locatives sur lesquelles nous, on fixe notre taux, elles augmentent un peu chaque année, parfois beaucoup trop, de mon point de vue ou de notre point de vue. Mais, donc c'est ça qui fait que vous avez une augmentation de la fiscalité locale, mais nous faisons tout pour que la fiscalité locale, elle n'augmente pas, entre guillemets, à cause de nous. Il faut qu'on tienne donc nos budgets dans un contexte où on veut continuer à investir sans assommer, et bien sûr, les habitants. Aujourd'hui, une ville comme la nôtre, il faut savoir qu'elle est très en haut dans le niveau d'investissement par habitant. On est autour de 800 € d'investissement par habitant, là où la moyenne en général elle est plutôt autour de 400-500 €. Donc on investit beaucoup plus fort qu'ailleurs. Beaucoup plus fort qu'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on tient notre fonctionnement, c'est-à-dire on essaye de ne pas dépenser trop avec parfois trop d'agents, parfois trop de gaspillage par exemple l'éclairage public, c'est un exemple, parfois des consommables qui sont trop achetés, etc. Donc toutes les lignes sont regardées par moi-même, avec les adjoints, chaque année, pour préparer nos budgets. Si tu ne fais pas ça, tu es sûr que ta ville, elle va droit dans le mur. Et ça permet de maintenir un niveau d'investissement qui est autour de entre 20 et 25 millions d'euros d'investissement annuel. C'est énorme pour notre ville. J'avais rencontré quelqu'un qui venait du Pays Basque, qui avait travaillé dans la ville de Biarritz. La ville de Biarritz, c'est 20 000 habitants à l'année, c'est beaucoup plus en période touristique, mais en gros, eux, ils ont un budget d'investissement de 12 millions d'euros chaque année. Donc ils ont presque la moitié de nous, alors qu'ils ont le même nombre d'habitants. On arrive à faire ça parce qu'on serre les choses et qu'on va chercher beaucoup de cofinanceurs. La région, le département, le GIP aussi, l'État, qui nous soutiennent, et il faut le dire, sans eux, on ne pourrait pas en faire autant. Voilà, on est très soutenus. Alors, dans cet ouvrage, c'est ce qu'on l'expliquait, c'est non exhaustif, on ne peut pas aborder toutes les thématiques. Enfin, je pense que là, c'était déjà très, 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 très riche. Moi, j'invite peut-être une dernière question, ce sera la dernière, puis après, j'inviterai Monsieur le maire à conclure cette soirée. Est-ce que quelqu'un a une question à poser, quel que soit le domaine et la thématique? Donc, si vous êtes satisfait par applaudissement, je vous écoute. Il y a Monsieur Clément là-bas. Ah, une dernière question. Jamais 203 pour ce monsieur. C'était un faux départ pour les applaudissements, on va y revenir. Hein. C'est pas une question. Il y a eu, sur une slide, il y a eu à un moment donné une image avec le lac du Der et l'Office du tourisme. Oui. Je vous avouerai que j'ai un peu de mal à comprendre la délocalisation de l'Office du tourisme, et je trouve que l'Office du tourisme tel que il est aujourd'hui n'invite pas beaucoup à rentrer dedans. C'est tout petit, c'est exigu, on n'a même pas un endroit pour poser quoi que ce soit, et je trouve que c'est pas à la hauteur de la politique que vous mettez en avant justement de développement touristique de la ville de Saint-Dizier en lien avec le lac du Der.
Alors nous, on était super fiers que ça aille en centre-ville. Mais parce qu'on répondait à une demande de l'Office de tourisme qui disait on veut être mieux positionné puisque l'ancien Office de tourisme, donc à côté du parc du Jard, n'était pas visible du passant qui ne connaît pas Saint-Dizier. Maintenant, donc, on a rénové, on a acheté la cellule, on l'a rénovée, on les a mis dedans. Il est vrai qu'à l'intérieur, je trouve qu'on peut améliorer l'agencement pour se sentir un peu bien. Mais ce n'est pas forcément parce que vous avez de l'espace que vous accueillez bien, hein, honnêtement. Ils nous disent qu'ils ont plus de flux de gens qui viennent un peu plus par hasard. Voilà. Après, l'autre local, évidemment, avait certains avantages. Il y avait effectivement plus de place. Mais c'est une bonne grosse passoire énergétique, en plus d'être une passoire tout court. Aquatique. Voilà, donc ça posait des problèmes. Après, le cœur du travail, franchement, pour le coup de l'Office de tourisme, c'est vraiment de faire parler de notre territoire et d'accompagner les socioprofessionnels pour qu'ils soient aidés dans leurs investissements. Il faut plus d'hôtels, plus de restauration, plus d'offres touristiques et de loisirs, en général, donc offres ludiques et autres. Nous n'en avons pas du tout assez, et à Saint-Dizier, et dans les différentes vallées de la Marne, de la Blaise et autres, alors qu'il y a des atouts considérables. Et il n'y a pas que le lac du Der. Le lac du Der, c'est un produit d'appel national. Nous pensons que ça doit devenir la première destination écotouristique d'Europe. Elle en a le potentiel. Donc on s'est lancé dans une démarche comme ça. Je le fais personnellement avec le président du syndicat du Der pour que nous devenions cette destination à horizon 2040. Donc c'est des gros investissements qui doivent être générés. Et je pense que nous, on doit s'y mettre. Parce que si le lac décolle pas, nous, on n'arrivera jamais à aller aussi haut qu'on le devrait. Mais le lac, c'est pas la seule chose possible. Donc il faut aussi développer le reste. Et nous, on croit qu'à Saint-Dizier, dans les différentes forêts, avec le cyclable et tout ça, on doit pouvoir développer un tourisme hyper sympa qui attire des familles et autres. Madame, il y a une question là-bas aussi. À nouveau, Edith. Je me pose une question concernant tout ce que vous investissez dans l'immobilier qui ne sert à rien en rachetant des maisons. J'ai plein d'exemples, l'Embassy, la maison de la fille Corsi, les anciens bâtiments EDF, qui sont vides depuis des années. On a acheté, la ville a acheté, on a payé. Ça génère des taxes foncières, ça génère des assurances. Ça ne sert à rien. Moi, je voudrais comprendre. Merci de votre question. Voilà. Ça ne sert pas à rien, puisque sinon, on ne le ferait pas. Donc, il y a une réflexion derrière. La réflexion, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas transformer une ville si on ne la maîtrise pas au point de vue foncier et immobilier. C'est une règle de base. Et aujourd'hui, à Saint-Dizier, nous avons une maîtrise foncière qui est importante et qui permet de sauver parfois, de préserver certains bâtis qui, sinon, pourraient être transformés dans un avenir qui ne nous conviendrait pas. Et on a beaucoup d'exemples comme ça. Et donc, le choix de la ville de Saint-Dizier, effectivement, c'est de dire on investit pour maîtriser l'avenir de certains bâtiments, quitte à ce que ça prenne du temps. Honnêtement, les bâtiments que vous avez cités, en un claquement de doigts, on les remplit. Mais on peut faire n'importe quoi, hein, c'est facile. C'est comme l'avenir de la ville. En 5 minutes, on dessine la ville moyenne de base. C'est trop facile à faire. Et la tentation de beaucoup d'élus, c'est de tout faire pour qu'un bâtiment se remplisse comme ça, les gens ils voient que ça bouge. Je crois que le courage politique, c'est pas de penser juste à la prochaine élection, mais de penser à la génération qui vient, quitte à ce que ça prenne du temps, pour qu'il y ait les bons acteurs qui viennent dans les bons bâtiments, avec les bons investissements. Et ça, oui, il faut accepter que l'action publique, ça prenne un peu de temps, quitte à ce que parfois ça nécessite un peu de pédagogie. C'est le cas pour l'Embassy. Il a été acheté à une époque aussi où les propriétaires étaient OK pour vendre, avaient ce désir-là, on a viré personne. Et demain, cette Embassy trouvera un avenir qui sera, à mon avis, favorable sur l'espace qui se trouve derrière l'Embassy, avec une grande ouverture. On veut y faire une grande baie vitrée, un lieu qui puisse ouvrir ici une terrasse, etc. Si on n'était pas propriétaire de ça, on n'aurait pas pu ouvrir ce potentiel demain sur la place qui va se situer derrière. Voilà. Et c'est ça, l'action publique, c'est de maîtriser certains édifices. Merci, monsieur le maire. Voilà, les applaudissements arrivent. Là, on ne prendra plus de questions. Pour les échanges, s'il y a d'autres échanges, ça se fera à l'issue de cette soirée. Je vais vous laisser le mot de la fin juste avant. Je rappelle quand même que ce fascicule, cet ouvrage vous sera remis à votre sortie. Et je vous laisse conclure, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci à tous. Moi, j'avais un peu le trac, mais on va boire un verre derrière. Parce que présenter 5 ans de travail, quand on a tout donné avec notre équipe, avec les élus, franchement, on a ce petit trac-là qui fait qu'on espère qu'on ne s'est pas trompé, mais je ne crois pas. Il y a peut-être des choses qu'on aurait pu faire mieux.
certainement des choses qu'on aurait dû peut-être corriger parfois plus vite. On aurait toujours voulu aller plus vite. Les services sont là pour me rappeler que malheureusement, même s'ils donnent tout, on ne peut pas aller aussi vite que ce qu'on souhaite, que ce qu'on espère. Mais c'est comme ça l'action publique. C'est un magnifique apprentissage. Et moi, le dernier mot que je voudrais vous dire, c'est juste merci. Parce que, c'est une petite touche personnelle, mais en fait, vous m'avez appris, les Bragards m'apprennent à devenir maire. Ça ne s'apprend pas comme ça. Voilà. Et j'aime bien ça, cet apprentissage à vos côtés. Vous êtes proches, vous êtes exigeants, mais vous êtes toujours à l'écoute. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. On va inviter les personnes. Alors, juste Pierre, où est-ce qu'on se dirige? Ah oui, la petite photo aussi. Si on peut avoir la photo, Pierre, c'est possible. Je vais faire la photo. Oui, je fais toujours ma petite photo parce que sur les réseaux sociaux, quand même, dans un cadre comme celui-ci, si Pierre peut se mettre en face avec monsieur le maire, voilà. Et puis on peut lever les bras derrière, juste pour faire un petit coucou. Non, mais nous, on les verra sur les réseaux sociaux. Tu vois le... Voilà. Ça va, elle est top la photo là. Merci, merci.